Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, formateur à la prise de parole en public et entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Chefs d'entreprise, artistes sportifs, mes invités créent, suivent leurs rêves et vivent la vie qu'ils ont choisie. Je m'intéresse à leur parcours, leurs échecs, leurs réussites, pour vous transmettre cette envie d'entreprendre et de mener une vie qui vous inspire, dans laquelle vous allez vous éclater. Avant de commencer, je souhaite vous parler de l'agence Pertinence. C'est la Dream Team dont vous avez besoin pour développer votre marque, appuyer votre visibilité sur le digital ou encore déléguer votre marketing. Leur talent, c'est d'amener votre entreprise là où elle doit être et elles le font avec brio. Notre point commun, c'est d'accompagner le développement des entrepreneurs et de le faire avec une énergie débordante. Alors allez toquer chez Pertinence de ma part et vous serez reçu par une équipe pleine de peps qui vous conseillera en visant juste pour développer votre activité. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Jean Berthelot de La Glétais, journaliste, président du Club de la Presse de Bordeaux et heureux fondateur de Podcasting. Jean nous partage son parcours de journaliste, métier qu'il pratique depuis bientôt 20 ans et de manière indépendante depuis 2012. On aborde ses premiers papiers écrits, ses meilleurs souvenirs, sa détermination dans ce métier qui n'est pas toujours évident et souvent décrié d'ailleurs, la création justement de Podcasting pour participer à la bonne compréhension de la profession et plein d'autres sujets passionnants. C'est un métier de passion pour Jean et une vocation même depuis son plus jeune âge. Je vous laisse découvrir ce nouvel épisode que j'ai adoré réaliser à ses côtés et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Salut Jean. Salut Théo. Et merci d'avoir répondu à mon invitation sur le Pompon. Avec grand plaisir, merci à toi de m'avoir invité. Le plaisir est partagé. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, je m'appelle Jean Berthelot de La Glétais, je suis journaliste indépendant, je suis aussi président du Club de la Presse de Bordeaux et je suis enfin le fier papa depuis quelques jours de Podcasting, un tout nouveau média. Carrément. Et on va en reparler. Est-ce que tu peux nous dire, donc j'aime bien revoir le parcours, un peu de manière chronologique, ce qui t'a donné envie de devenir journaliste ? Est-ce que c'est un métier passion déjà ? Moi, j'ai une petite idée de la réponse, mais peut-être que je me trompe. Et voilà, est-ce que tu peux nous en parler ? D'où ça te vient en fait ? Oui, alors sur le métier passion, c'est difficile de faire ce métier sans être vraiment passionné, parce que c'est un métier difficile où on gagne pas forcément très bien sa vie, notamment au début, où il faut vraiment s'accrocher, il y a peu de place, peut-être de moins en moins, et même au bout d'un certain temps, on devient pas forcément très riche avec le journalisme, donc il vaut mieux que ce soit un métier passion. Dans mon cas, c'est vraiment un métier passion, c'est même une vocation. Depuis que je suis tout petit, j'ai envie de faire ce métier, en réalité. Quand tu dis tout petit, c'est dû venir vers 5-6 ans à peu près. Ah oui, ouais. Vraiment petit quoi. Ouais, c'est ça, j'ai toujours eu envie de raconter des histoires, donc quand j'ai appris à écrire, j'ai commencé à écrire vraiment. Chez moi, j'aimais bien écrire des petites histoires, des choses comme ça. Et puis j'ai toujours eu une forme d'appréhension de la presse qui était très respectueuse et très curieuse aussi. C'est vrai que j'ai eu la chance d'être abonné jeune à des magazines justement de jeunesse. Ça me passionnait vraiment, au point que je prenais tout ce qui était écrit là-dedans, sans doute trop au premier degré parfois. Notamment des souvenirs de 1er avril assez douloureux. Et donc voilà, tout au long de ma jeune vie, à ce moment-là, j'ai été lecteur de journaux, de magazines, et ça n'a absolument jamais cessé, et j'ai toujours eu cette vocation vraiment ancrée en moi, cette volonté de devenir journaliste. Donc j'ai suivi des études littéraires, j'ai passé un bac L, j'ai ensuite suivi des études de langue pour pouvoir intégrer une école de journalisme, celle de Bordeaux en l'occurrence. Mais c'est vraiment une vocation et qui m'est venue pour aborder vraiment ce thème des vocations, il est venu de mon côté en tout cas par un besoin urgent de contribuer à une forme de justice. On dirait que je concours à Miss France un peu comme ça, mais vraiment il y avait cette idée ancrée en moi dès le départ, cette idée de donner la parole à des gens qui n'ont pas forcément d'ordinaire, et puis d'aider à comprendre des situations, à dénoncer aussi parfois des situations qui me paraissaient iniques et profondément injustes. Et je crois que ça a été le ressort principal de ma vocation. Voilà. Ok, top. Est-ce que tu te souviens du premier papier, on dit ça, que tu as écrit ? Alors, le
tout premier papier que j'ai écrit, en tout cas qui soit paru, je m'en souviens très bien. Ouais. C'était alors vraiment ce qu'on appelle un marronnier dans le métier. Ok. C'est quoi exactement, un marronnier, c'est quelque chose qui revient avec régularité. Donc Ok. là, à la rentrée scolaire avec ces fameux marrons, donc ça vient de là aussi, Noël, etc. Ouais. Et en l'occurrence, pour moi, c'était la Saint-Valentin. C'était pour Sud-Ouest Libourne. Ok. J'avais fait un papier sur un jeune couple dans un café. Ok. C'était alors c'est le premier papier qui soit vraiment paru dans un journal. Évidemment, Ouais. j'en avais écrit auparavant. J'imagine. J'avais créé un journal de lycée. Et puis, mais là, vraiment, c'était le premier qui paraissait avec mon nom. Donc, vraiment une grande fierté. Et je crois d'ailleurs que je l'ai gardé. Je l'ai sans doute pas relu depuis. Ouais. Ça serait probablement un peu affligeant. La prose a peut-être un peu évolué, en tout cas, j'imagine. J'imagine. Mais déjà, le sujet en lui-même est quand même assez affligeant parce que autour de la Saint-Valentin, t'as quand même en général pas des masses de choses à dire. Mais en tout cas, voilà, ça c'était mon premier papier publié. Ok, ça marche. Et donc ouais, pendant tes études, tu faisais les études là-dedans, donc mais t'écrivais déjà. Est-ce que t'avais déjà peut-être investi dans des associations qui parlaient de ce sujet-là? Est-ce que là aussi tu peux nous en parler? Parce que moi j'aime bien comprendre tout le processus et me dire aussi, si jamais il y a des étudiants qui écoutent, que là aussi il faut s'investir parfois et même souvent en dehors des études en elles-mêmes. Oui, alors en fait, au lycée, j'avais donc créé un petit journal de lycée. C'était vraiment très très modeste et. Ouais, mais c'est de l'entrepreneuriat. Mais là, je pense aussi que si je relisais ça aujourd'hui, je serais profondément affligé. C'était principalement centré autour de la lutte contre l'exclusion, les racismes. Mais c'était évidemment avec la naïveté de nos 15-16 ans. Ouais, et ensuite, donc j'ai suivi des études de langue à la Sorbonne, puisque j'habitais en Île-de-France à l'époque. Et en parallèle, j'ai fait des stages dans des radios, en presse écrite, un tout petit peu en télé aussi. Et ce sont aussi ces stages qui m'ont permis d'entrer ensuite dans une école de journalisme, celle de Bordeaux en l'occurrence, à l'IJBA, et de pouvoir poursuivre mes études pendant 2 ans. Et là, pendant ces 2 ans d'études en école de journalisme, on a multiplié les stages. J'ai fait celui à Sud-Ouest Libourne, j'en ai fait à Sud Radio, j'en ai fait à droite à gauche, comme tous les étudiants dans cette école-là. Ouais. Donc oui, la pratique m'a énormément aidé. Et c'est vrai que pour les étudiantes et les étudiants qui nous écoutent, c'est quelque chose que je conseille énormément. Radio Campus, par exemple, mais aussi, pourquoi pas créer son podcast ou donner un coup de main à la presse locale. Enfin, tout ça, être correspondant local de presse aussi. Ouais. Tout ça, ce sont des voies assez merveilleuses pour mettre, disons, un demi-orteil dans ce métier et commencer un peu à comprendre de quoi il ressort. C'est super intéressant, quoi. Okay. Et justement, ton premier pas dans ce métier-là, vraiment, t'en as pensé quoi? Tu te dis, ah ouais, c'est vraiment génial, ou merde, en fait, ça me correspond pas? Ah, non, j'allais dire merde, en fait c'est dur, mais c'est après tu le diras après, quoi, parce que moi je me rends pas compte à quel point, et tu le disais effectivement, c'est pas, t'as pas un salaire de trader. Non, pas vraiment. Tu bosses peut-être autant, et même sûrement, mais c'est possible. Mais donc voilà, enfin on imagine ça comme un métier qui est dur, et ça tu nous le diras. C'est pour ça que je veux pas en parler sans vraiment en savoir, et ne l'étant pas, je peux pas aussi bien en parler que toi, ça c'est sûr. Mais justement, quelles ont été tes premières impressions en te confrontant vraiment au milieu, quoi? Mes premières impressions, ça a été effectivement que ça serait compliqué, que ça serait dur, mais sur le fond, ce que tu évoques, à aucun moment de ma vie, je ne me suis dit ce métier n'est pas ou n'est plus fait pour moi, ou ne le sera jamais. J'ai toujours eu profondément la conviction qu'il serait fait pour moi, qu'il était fait pour moi. Peut-être que je me trompe complètement et que je n'ai strictement aucun talent dans ce métier. Je pense que ça se saurait. Non, mais en plus je le dis, mais sans fausse modestie, parce que c'est possible. Parfois il y a des impostures et peut-être que j'en suis une. C'est peut-être une grosse imposture. Exactement, en fait, on s'en rend rarement compte quand on est une grosse imposture soi-même en général. Mais non, mais donc au début j'ai enchaîné un peu les piges, donc à droite à gauche, je gagnais pas ma vie, hein, clairement, en sortant de l'école de journalisme. Donc là j'ai aussi enchaîné en parallèle les petits boulots, alors des petits boulots pas toujours très épanouissants. J'imagine. Voilà. Et à côté de ça, je commençais à piger, et puis au bout d'un moment j'ai suffisamment pigé pour pouvoir intégrer une rédaction et ensuite évoluer comme ça. Mais même dans ces années qui étaient très 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 compliquées, y compris financièrement, j'ai jamais eu de doute quant à ma vocation et quant au fait que je souhaitais absolument faire ce métier, y rester, et quant à ma conviction que mes qualités étaient appropriées à ce métier. Voilà. Et de la même manière, en 2012, on en reparlera, mais le journal pour lequel je travaillais s'est cassé la gueule. Il a fallu rebondir, ça a été très compliqué, d'autant plus compliqué que je suis devenu papa l'année suivante, donc il fallait quand même aussi un peu gagner sa vie et tout ça. Mais même à ce moment-là où vraiment ça a été financièrement délicat, j'ai jamais eu non plus cette vocation qui a vacillé. J'ai toujours eu la conviction que j'étais fait pour ce métier. Voilà. Ok, génial.
Non, mais c'est trop cool. Et surtout, j'ai toujours eu le même émerveillement pour ce métier, et encore plus depuis que je suis redevenu indépendant, on en parlera aussi, mais il n'y a pas un jour où je regrette de faire ce métier, il n'y a pas un jour où je me lève en me disant il faut que j'aille au bureau, il faut que je fasse un truc. Voilà, j'ai un peu l'impression de jouer à un jeu de rôle géant ou un jeu vidéo géant, un truc où je m'amuse énormément en faisant ce que je fais, quoi. Ça, c'est génial. C'est assez essentiel, je crois. C'est le principal, c'est ça ce que j'allais dire. Trop cool. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que tu parlais à force de faire des piges, au bout d'un moment, tu as été embauché, comment ça se passe justement ce système de pigiste? C'est quand on est du milieu, on connaît très bien, mais c'est vrai que quand on n'est pas dedans, comment ça se passe pour avoir ce côté embauché, quoi? Enfin voilà. Oui, alors c'est assez spécifique au métier. C'est le fait d'être pigiste, c'est très spécifique au métier de journaliste, effectivement. Quand on est pigiste, on ne travaille pas pour une seule rédaction, mais pour plusieurs rédactions, ou en tout cas on ne travaille pas à plein temps pour une seule rédaction. On essaie de travailler en général pour le plus de rédactions possible, bien entendu, mais on a des petites missions ici et là. Alors nous, on n'est pas payé au jour, enfin on peut l'être, mais ça reste relativement rare. On est payé soit à la production, quand on fait de la radio par exemple, et qu'on fournit un reportage, on est payé tant, ou alors quand on est en presse écrite et qu'on fournit un papier, on est payé de temps, et c'est mesuré au feuillet. Ce qu'on appelle le feuillet, ce sont 1500 signes, espace compris, et qui constituent donc un feuillet. Donc on est payé de temps au feuillet, et selon le nombre qu'on fournit, bien sûr, on gagne plus ou moins bien sa vie. Donc ça, c'est un statut, c'est un mode de travail, parce que c'est pas un statut, parce que quand on est journaliste pigiste, il se trouve qu'on est salarié, même si c'est pas à plein temps, on reçoit des bulletins de paie, etc. Bon, c'est très particulier, j'entre pas dans les détails, mais c'est pour pas utiliser des mots qui sont pas les bons. Donc lorsque l'on est pigiste, en début de carrière en général, ce n'est pas un choix, et effectivement, on essaye d'être embauché par l'une des rédactions pour lesquelles on travaille le plus souvent. C'est assez souvent comme ça que ça se passe. Ça a été mon cas, je travaillais en pige pour une radio, un titulaire est parti, je l'ai remplacé. Tout simplement. Et ensuite, j'ai évolué autrement. Et en revanche, en 2012, je suis redevenu indépendant, pigiste. J'ai plus été rattaché à un seul journal. Ça n'a pas été un choix de le redevenir. En revanche, ça a été un choix de le demeurer, voilà, de le rester. J'ai eu d'autres propositions depuis. J'ai choisi de le rester pour plein de raisons qu'on évoquera sûrement. Ouais, ça marche, top. Et est-ce que t'as des sujets de prédilection? Alors, je crois que le sport, quand même, t'as beaucoup. Et puis en fait, non, j'avais aussi en tête autre chose qui m'est venu tout à l'heure. C'est que tu t'es pas que journaliste écrit, pour le coup, t'as aussi fait de la radio. Et j'en fais toujours. Et t'en fais toujours. Donc tu fais toujours les deux. Il y en a plus. Enfin oui, il y a de la télé aussi. Il y a le côté derrière un écran, mais ça, je sais pas si tu l'as fait. Si, un tout petit peu, mais je le fais très très peu. Ok, ça marche. m'intéresse beaucoup moins. Ok. Et pourquoi alors dans ce cas-là de l'écrit et de l'audio? Effectivement, ici à Bordeaux, je suis correspondant pour plusieurs médias, une dizaine de médias, parmi lesquels des radios, notamment Europe 1 pour qui je commente les matchs des Girondins de Bordeaux. C'est le côté sport. Mon pauvre. Non, pardon. Parfois, excusez-moi pour les fans des Girondins. Je suis pas un grand amateur de foot, je dois le dire. Mais si je ne m'abuse, ils sont pas tout en haut du. Il faut un bon antidépresseur. Mais au-delà de ça, je travaille aussi pour des magazines assez divers, donc pour beaucoup de magazines du groupe Sud-Ouest, pour Phosphore, le magazine étudiant, pour de la presse économique aussi, l'usine Nouvelle notamment, pour la revue Far West que j'adore, qui est la revue en ligne. Donc moi j'ai toujours eu cette passion pour la presse écrite, parce que j'adore écrire, comme je te le disais, et j'adore cette composition, cette richesse qu'on peut mettre, ce rythme qu'on peut mettre, cette part de soi qu'on peut mettre, qui est énorme, je pense, dans la presse écrite. Et puis j'ai toujours adoré la radio aussi, parce que on a tout à créer, notamment quand on commente un match de foot, qui est une adrénaline de malade mental, parce que tu peux rien préparer, et t'es donc tout le temps en impro, et tu ne dois pas laisser un blanc, parce que 30 secondes de blanc à la radio, c'est terrible. À la télé, t'as l'image. À la radio, tu peux pas te permettre ça, quoi. On doit parler en permanence. Donc il y a un côté sans filet que j'adore. Mais plus globalement, la radio, j'adore aussi parce que on donne tout à voir et à imaginer à l'auditeur. Donc tout passe par notre voix, par l'intensité qu'on va y mettre, et par ces espèces de ponctuations, de fluctuations qui parfois vont un peu trop loin avec cette voix radio. Mais on peut trouver un juste milieu, à mon sens, c'est ce que j'enseigne d'ailleurs à l'IJBA. Exactement. Je crois qu'on peut trouver un juste milieu, et en tout cas on fait passer toutes nos émotions par la voix, et j'adore ce concept. Voilà, c'est aussi pour ça que je suis beaucoup moins fan de la télé. Mais ça c'est encore autre chose. Mais oui, je suis effectivement, donc je travaille pour des médias écrits, pour des médias radio, pour des médias pure player comme la revue Far West, et puis également maintenant pour un podcast. Donc voilà.
À ce qui paraît. Et comment se passe, parce qu'en fait, en préparant l'interview, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a des médias dans lesquels tu n'as pas travaillé? J'ai un petit peu, mais il y en a quand même quelques-uns. Alors, en général, quand on me demande dans quel domaine j'ai travaillé, parce que tu évoquais le sport tout à l'heure, je prends le problème à l'envers. Je dis que je n'ai simplement pas travaillé dans les domaines de la télé et de la presse people, qui sont deux domaines qui m'intéressent pas du tout et que d'autres font très très bien. Il y a vraiment aucune condescendance dans ce que je dis, parce que si on aime ça, c'est parfait. Moi, c'est pas du tout mon cas, et c'est un média que je regarde très peu, la télé. Mais en revanche, pour tout le reste, j'ai travaillé effectivement dans un service des sports, dans un service politique. J'ai travaillé pour de l'économie, j'ai travaillé pour la justice, pour les rubriques justice et bien des journaux, enfin voilà, vraiment des choses très diverses. Et c'est vrai aussi que j'ai travaillé pour beaucoup de médias. Je faisais le compte l'autre jour parce qu'on m'a posé la question. Et alors j'ai collaboré d'une manière ou d'une autre à plus d'une 50aine de médias depuis le début de ma carrière, qui commence à remonter maintenant parce que ça fait 21 ans que je suis journaliste. Non, c'est moi. Et ça fait 21 ans que je suis journaliste, donc j'ai collaboré une 50aine de médias. Donc voilà, c'est vrai que ça commence à faire un CV un peu rempli. Ça commence à être sympa, ouais. Je voyais plein de choses que je connaissais. Ça va t'en as parlé des médias locaux. J'ai vu quoi? J'ai vu TF1, Grazia, Foot 365, La Tribune, enfin plein quoi en fait. Ouais, beaucoup, c'est vrai. Plein. Ouais. Ok, hyper cool. Et alors après, donc une fois que t'intègres, c'est quoi donc la première boîte que t'intègres vraiment en tant que salarié? Alors non plus le terme pigiste, même si t'es salarié, on l'a compris. Ouais. Salarié. En tant que salarié à plein temps. Donc après l'école de journalisme, j'ai fait 3 ans en tant que pigiste. Ouais. Et ensuite, j'intègre une radio qui se trouve en région parisienne, du côté de 50 ans en Yvelines exactement. Et au début à Montigny-le-Bretonneux exactement, et ensuite à Trappes, puisque 50 ans en Yvelines c'est une agglomération qui regroupe plusieurs communes. Yes. Et c'est une radio donc qui s'appelait Triangle FM et qui était une radio qui avait révélé notamment certains comiques, certains chanteurs ou certaines chanteuses. Voilà, notamment Omar et Fred ont fait leur premier pas là-bas. Nice. Ils sont Trappes, enfin Omar, c'est ça. Les deux. Ouais, alors les deux je sais pas, mais Omar c'est sûr. Ouais. Jamel était passé par là et puis il y a eu Shaim aussi qui un peu plus tard aussi a fait une belle carrière de chanteuse, donc continue d'ailleurs de la faire. Et cette radio en fait était plus ou moins lié au fameux Papy qui était celui qui a formé notamment Jamel et bien d'autres. Et donc on était une radio associative mais professionnelle avec une petite dizaine de salariés quand j'y suis arrivé. Cool. Et on a fait des choses fantastiques. Moi je travaillais surtout en politique, en économie et en associatif, toute la vie associative, j'essayais de la mettre en valeur là-bas. Il y a une richesse de la vie associative énorme à Trappes et dans les environs. Donc c'était vraiment un très bon moment. La seule chose, évidemment, on était payé une petite misère. Voilà. Donc le minimum de l'époque qui était à 931 €, je m'en souviens, parce que dans ces cas-là. Ah oui, effectivement. Je parle en net, bien sûr. Voilà, donc j'y suis resté 3 ans et demi. Ok. Oui, donc c'était pour l'expérience, quoi. Ouais, c'était pour l'expérience et pour le plaisir d'être vraiment un journaliste enraciné dans un territoire en plus pas facile, réputé pas facile. Et je vais pas il y a pas d'angélisme dans ce que je dis. Bien sûr qu'il y avait des problèmes à Trappes et dans les environs, mais il y avait aussi des très très belles initiatives et on a pu aborder ces deux faces-là et qui sont pas toujours abordées, notamment dans les médias nationaux. Donc ça a été une super école. C'est ce que je voulais faire de toute façon. Je voulais commencer dans la presse associative en sortant de l'école. C'est pour ça que j'ai parfois refusé des opportunités. Et donc ça m'a fait cette expérience de 3 ans et demi. J'étais vraiment ravi, quoi. Ok, très cool. Mais oui, effectivement, parce que moi, mes parents sont dans les Yvelines pour le coup. D'accord. On a Mantes-la-Jolie qui est pas très loin. Voilà. Et effectivement, on entend rarement parler de toutes les initiatives. Alors, tu parlais d'associations, mais c'est souvent ça quand même, toutes ces initiatives-là qui sont géniales et où en fait ça se passe très bien. Faut arrêter de mettre en avant. Bien sûr, il y a des choses formidables qui sont brûlées. Alors j'exagère, je prends ça, mais c'est souvent ça, malheureusement, qui est mis en avant. Ok, très très cool. Et après t'enchaînes. L'aventure France Soir. Exactement. Sacrée aventure parce que j'arrive en 2006 à France Soir au moment où le journal vient d'être racheté par un millionnaire français, millionnaire mais pas avec des moyens extraordinaires pour quelqu'un qui investit dans la presse. Mais c'était qui? Il s'appelle Jean-Pierre Brunois. Il avait fait fortune dans l'immobilier. Parce qu'aujourd'hui, on en parlera aussi d'actualité, mais est-ce qu'il y a encore de la presse indépendante qui n'est pas tenue par un millionnaire ou milliardaire français? Ah oui, non, mais ouais, effectivement, on pourra en reparler. Et de mon point de vue, c'est pas forcément d'ailleurs
un temps, un problème que ça, mais on pourra aborder c'est vrai que je pose la thème-là. question. Et au final, c'est bien qu'il y ait de l'investissement qui soit fait pour pas que la presse se meure. Voilà, et ça dépend ensuite des pressions que tu vas exercer ou pas. Et ça, on pourra en reparler. Ça dépend de la liberté qu'il y a ou pas. Exactement. Donc lorsque j'arrive, en fait, le groupe italien qui détenait France Soir vient de le vendre à Jean-Pierre Brunois. Beaucoup de journalistes prennent leur clause de conscience. C'est particulier aussi au journalisme. Ouais. C'est-à-dire que lorsqu'arrive quelqu'un ou une nouvelle équipe à la direction de la rédaction, on a le droit de dire on n'est pas d'accord fondamentalement avec leurs idées, on part et à ce moment-là on peut partir dans les conditions d'un licenciement. Beaucoup de journalistes à ce moment-là l'ont fait et c'est parfaitement respectable pour pouvoir partir justement dans les conditions du licenciement, sachant que ils étaient persuadés pour beaucoup que France Soir ne durerait pas très longtemps derrière et que peut-être le titre serait fermé avec assez peu de garanties pour les personnes qui seraient licenciées, etc. Donc je crois qu'il n'y avait pas forcément un énorme désaccord sur le fond intellectuel avec l'équipe dirigeante qui arrivait, parce qu'elle n'était pas, je crois, encore connue lorsque beaucoup d'entre eux sont partis. Ouais. En tout cas, ils ont pris leur clause et c'est quelque chose que je comprends évidemment parfaitement. Mais il y a eu un gros appel d'air à ce moment-là et je m'en souviens très très bien, le chef des sports de l'époque. Donc je vois une annonce passer je sais plus où et je décide d'y répondre. Le chef des sports de l'époque me reçoit. Alors à l'époque c'était à Saint-Ouen, les bureaux étaient à Saint-Ouen dans des immeubles immenses en briques rouges. Ça évoquait vraiment presque un âge révolu de la presse industrielle, tu sais, du 19e, tel que t'imaginais les grands titres à l'époque, sauf que c'était pas évidemment en plein centre-ville de Paris, c'était dans cette banlieue nord un peu craignos. Et donc j'arrive et le mec que j'ai en face de moi, le chef des sports, est une espèce de type très sympathique, mais qui venait du milieu des courses et pas du tout des sports. Et donc il m'a posé une question, il m'a dit bon, est-ce que tu as des contacts dans le milieu des sports? Je dis moi j'ai jamais bossé là-dedans, donc j'ai aucun contact. Il me dit parfait, tu commences demain. Donc il cherchait des journalistes quoi, en gros. Si donc j'ai commencé le lendemain, effectivement. Et là on est à J-2 de la Coupe du Monde 2006. Donc il a fallu se mettre très vite au turban. On était une équipe vraiment réduite à ce moment-là, notamment au sport. On a couvert toute la Coupe du Monde à 4-5, je crois, avec un envoyé spécial sur place, avec un garçon qui devait faire au départ un stage au service administratif, mais comme on n'était pas assez, on nous l'a délégué. Il n'avait jamais écrit un papier de sa vie. C'était c'était folklore. Et le tout avec un déménagement au milieu, puisqu'on est parti de Saint-Ouen dans le 17e. Donc bien folklore, voilà, quoi. Bien folklore, et voilà comment a commencé mon aventure à France Soir. Avec moi, j'ai embarqué un journaliste qui était aussi à Triangle FM, qui venait de terminer son contrat et qui m'a suivi. Et puis, j'ai commencé et je me suis fait des amitiés qui durent encore et qui dureront, je pense, toute ma vie, et notamment avec une journaliste qui s'appelle Siani Dalma et qui aujourd'hui travaille pour l'équipe, est très investie dans le sport féminin, etc. Donc voilà, ça a été une époque très intéressante, très agitée, mais très intéressante. Trop cool. Et après ça, France Soir, t'es resté longtemps. Je suis resté longtemps parce que je suis resté 6 ans et demi, c'est ça. Je suis resté 6 ans et demi. J'ai connu donc, il y a eu ce rachat par Jean-Pierre Brunois, donc il a mis un peu de moyens. À la fin de la période Brunois en 2009-2010, on était un journal qui tirait très peu, qui vendait 15 ou 16 000 exemplaires par jour. On était aussi un journal qui perdait 500 000 euros par an, ce qui est à la fois beaucoup, mais qui n'est pas non plus de l'ordre de la catastrophe industrielle. Est arrivé là-dessus en 2009-2010 un héritier russe, Alexandre Pougatchev. Donc le fils d'un oligarque qui avait été en cours auprès de Poutine, qui l'était beaucoup moins, donc aussi sans doute ça avait motivé en partie son envie d'arriver en France. Et donc il rachète France Soir, il le confie à son fils qui avait, comme l'avait relevé quelqu'un, les moyens d'un milliardaire et l'expérience d'un stagiaire. Il avait 23 ans, il sortait d'une école à la con à Monaco, une école de commerce. Il devait coûter 100 000 euros par mois, j'imagine. Enfin voilà, le mec ne savait rien, ne comprenait rien, et si tu veux, vraiment, tu sentais le vide entre les deux oreilles, quoi. Tu pouvais passer le test Covid, ça ressortait de l'autre, sans dégâts, quoi. Et évidemment, il savait tout sur tout. Donc, j'imagine. Voilà, il nous a emmenés. Donc on est parti du 17e où on avait des locaux qui étaient très convenables. On est arrivé au 100 avenue des Champs-Élysées, le truc qui sert absolument à rien et qui est absolument le quartier le pire pour bosser parce que t'as que des touristes autour. Donc le temps que tu descends pour aller à la bagnole, il se passe rien. T'es tout le temps freiné par le flot de personnes. C'est fermé un jour sur deux parce que t'as des manifs, des machins. Donc c'était vraiment le pire endroit, et ça lui coûtait la bagatelle de 3 millions d'euros par an de location de tout ça. Pardon, 3 millions d'euros par an, 3 millions d'euros par mois, ça lui coûtait de location. Par mois? Voilà, Non mais c'est un fou, il faut furieux, quoi. C'est sympa d'avoir un petit numéro sur les Champs-Élysées. C'est sympa, hein.
Et donc là, on est passé de 500 000, je sais plus quel était le chiffre de perte annuel, mais c'était gigantesque, quoi. Alors que on vendait 90 000 exemplaires par jour, donc on aurait dû avoir, tu vois, il y avait quand même une bonne production. Ouais, voilà, ça aurait dû être mieux, quoi. Donc voilà, donc je me suis trompé, excuse-moi, je reviens sur ce que j'ai dit, c'était quand même 3 millions d'euros par an, me semble-t-il. Oui. Enfin, quoi qu'il arrive, c'était... En tous les cas, ça fait beaucoup. En tous les cas, ça fait beaucoup, exactement. Et on est arrivé, en revanche, la perte annuelle, je crois, on est passé de 500 000 de pertes annuelles à plus de 20 millions annuels de pertes. Donc ça a été, pour le coup, vraiment une catastrophe industrielle, parce que il a fait n'importe quoi, il a fait de la pub n'importe où, il a débauché des gens à grands frais qui ont coûté très très cher. La masse salariale est passée d'une moyenne de 2500 à 6000 euros, et c'est pas nous qui avons été augmentés, c'est ceux qui sont arrivés. Alors si t'arrives et que t'as une grande envie, une grande expérience et tout ça, pourquoi pas. Mais il y a eu des gens qui sont arrivés qui étaient dans ce cas-là, il faut pas dire l'inverse. Mais il y a eu aussi beaucoup de chevaux de retour qui sont arrivés, qu'on a vu 4 fois en 1 an et demi, si tu veux. Voilà, donc ça a été une catastrophe. Là-dessus, moi j'ai eu la bonne idée de devenir président de la Société des journalistes, donc qui est dans un journal, représente un peu un contre-pouvoir à la direction du journal, et qui est là pour dire, éditorialement on n'est pas d'accord et tout ça. Donc ça a été, j'ai vécu aussi des bonnes heures, notamment quand il a fait la DER de Libé avec un titre "Les idées de Marine Le Pen me plaisent". Donc voilà, François a toujours été un journal un peu à droite, mais plutôt de centre droit, de tradition. Ça n'a, entre centre droit et droite un peu traditionnaliste, ça n'a jamais été un journal d'extrême droite. Et fort heureusement d'ailleurs, il a tenté 2-3 coups, et à chaque fois justement la SDJ et la rédaction de manière générale s'y est opposée. Enfin voilà, ça s'est terminé comme ça devait se terminer, c'est-à-dire qu'il a bazardé le truc au bout de 2 ans, quand ça l'intéressait plus et quand il avait bien tout ruiné. Donc à ce moment-là, on a été racheté par un groupe aussi, je sais même pas ce qu'ils étaient venus faire là, une bande d'incapables et d'imbéciles qui ont coulé le truc en 6 mois. Et donc à ce moment-là, eux-mêmes ont revendu, et il n'est plus resté qu'un seul journaliste à France Soir qui a bâtonné de la dépêche tout le temps, etc. Juste avant de revenir à mon parcours, donc au moment où je quitte France Soir en 2012, je voudrais juste te dire un mot sur ce qu'est devenu France Soir, parce que après cela, il y a eu ce seul journaliste. Ensuite, ça a de nouveau été vendu, et là il y a une équipe de journalistes, notamment emmenée par Pierre Plotu, qui est un journaliste que j'aime beaucoup et pour qui j'ai beaucoup de respect, et qui s'est mis justement à être une sorte d'observatoire de l'extrême droite et des mouvements racistes, antisémites, néofascistes, etc. Et qui est devenu en quelques années une référence, et vraiment quelque chose de très très sérieux. Donc moi ça m'a vraiment fait chaud au cœur de voir que cette équipe-là avait réussi à faire cela. Alors ils étaient un pur player, bien sûr, donc il y avait sans doute moins de contraintes, etc. Mais ils avaient réussi vraiment un sacré boulot. Je leur tire encore mon chapeau. Malheureusement ils ont été à leur tour vendus, et à ce moment-là est arrivée une espèce de je sais pas comment on peut qualifier la personne qui a racheté François et qui est à sa tête aujourd'hui, mais qui multiplie les fake news, les contre-vérités, les papiers complotistes, voilà, qui est dans enfin voilà, qui est trumpiste à fond aujourd'hui. Quand on tape François, c'est un massacre, quoi. Aujourd'hui, il a fait de ce titre la sous-merde de la sous-merde, quoi. C'est vraiment, on est bien au-delà des égouts, tout ça. Voilà. Donc malheureusement, ce titre a vécu deux belles heures il y a très longtemps. On n'a pas réussi à le redresser, ça c'est un constat. Voilà, on n'a sans doute pas été aidé par les pimpins qui étaient à la tête, ça c'est une certitude aussi. Mais aujourd'hui, ce que c'est devenu, c'est infâme. Voilà, et ça fait mal au cœur de tous les anciens. J'imagine. Voilà. Mais donc moi, je l'ai quitté en 2012, au moment où il y a eu le licenciement, donc de tous les journalistes sauf un. Voilà. Ok, oui. Le dernier survivant. C'est ça. Et justement, parce que j'ai les questions qui viennent au fur et à mesure. Après, je les oublie, donc je les pose direct, sinon voilà. Et t'en penses quoi justement de ces rachats, en gros, du fait que ce soit même là, tu vois, moi je me dis c'est souvent le cas sur plein de sujets, mais des Russes ou des étrangers qui rachètent les médias, ou même parfois ils sont français, mais c'est des businessmen, quoi. T'en penses quoi? Ça sert, ça dessert? Tout dépend de ce qu'ils en font et de ce qu'ils veulent en faire. Le fait que des médias appartiennent à des manias, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça a même plutôt été une tradition en France comme ailleurs. Et par ailleurs, très souvent, les médias, et notamment les médias régionaux, ont quand même été créés pour soutenir un parti d'une manière ou d'une autre. Dans le Sud-Ouest, que ce soit La Dépêche ou Sud-Ouest, justement, c'était quand même des médias, au départ, qui étaient, disons, de centre-gauche, et qui étaient là en soutien notamment du Parti radical, qui n'était pas encore le Parti radical socialiste, mais qui était extrêmement implanté dans la région et qui a pu compter sur les soutiens de ces journaux-là. Donc en soi, pour moi, c'est pas forcément un problème que ça soit racheté par un industriel ou par un grand groupe. Bien évidemment,
je préfère les modèles où ce sont les journalistes eux-mêmes qui sont propriétaires, où c'est une coopérative, où on ne dépend que des lecteurs, etc. Mais enfin, ces modèles-là, ils sont quand même rarissimes. Bah, il y a Mediapart, Le Monde Diplo, il y a nous, Podcasting. Non, mais je ne nous compare pas du tout. Non, mais il y a beaucoup de nouveaux médias qui se créent, Médiacité, nouveaux médias. Enfin, c'est pas tout à fait un nouveau média, mais voilà, Médiacité, Les Jours, justement, la revue Far West, etc. Et qui sont indépendants de ces grands groupes industriels. Donc ça me paraît être encore de meilleures nouvelles, quoi. Bien évidemment que je préfère ce modèle-là. Mais après, que ça soit racheté par de grands groupes, encore une fois, ça dépend de l'indépendance que tu vas donner. Ça posera toujours un problème parce que si ce grand groupe est impliqué dans un scandale, voilà, évidemment que tu vas pas l'aborder dans le journal. Et ça, pour moi, comme pour tous les journalistes, c'est un problème majeur. Mais il y a des grands groupes qui savent dire moi je m'occupe de mettre de l'argent. Et vous vous occupez de l'aspect éditorial. Le problème, c'est que ce genre de grands groupes, de plus en plus, veulent s'ingérer dans l'éditorial, ou alors veulent s'emparer de titres pour infléchir la stratégie et pour infléchir l'éditorial. Et par exemple, là, tout le groupe Mondadori, en tout cas pour la France, a été racheté par un autre groupe qui s'appelle Reworld, dont le modèle économique, en gros, est de faire du public reportage et uniquement cela. Donc ils s'emparent des marques et des journaux et ils les vendent corps et âme pour des publicités, en gros, quoi, hein, si je résume, c'est ça. Et donc ils se sont notamment emparés de Grazia, pour qui j'adorais travailler. Et il s'appelle Reworld. Rien que leur nom, je trouve, Reworld, quoi, pour moi c'est d'une vulgarité sans nom, mais ça décrit bien ce qu'ils sont, quoi. Ils vont faire quoi? Ils vont nous remonter, quoi, avec Reworld. Tu vois, bah si c'est ça leur remonde, vraiment je passe mon tour, quoi. Mais voilà, donc eux par exemple, c'est typiquement le genre de crevard que je ne souhaite pas voir dans la presse. Mais voilà, il y a aussi d'autres groupes qui ont d'autres démarches, et tant mieux. Maintenant, encore une fois, évidemment, le modèle idéal, c'est aucun de ces grands groupes à la tête de groupes de presse, et parfois ça peut être des familles. Par exemple, le modèle de Sud-Ouest en soi ne me pose pas de problème particulier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pression, qu'il n'y a pas d'influence sur les journaux qui appartiennent à des familles. Bien entendu, il y en a forcément. Mais voilà, ces modèles-là aussi, je les trouve très intéressant. C'est marrant parce que t'es quelqu'un qui a l'air d'être calme, et quand tu parles de ces gens-là, ça t'énerve un petit peu, et j'ai envie de comprendre, même si j'imagine, qu'est-ce qui t'énerve en fait là-dedans? Oui, c'est vrai que je peux être je suis quelqu'un, je pense, d'assez calme, effectivement, d'assez respectueux des autres, mais quand il y a vraiment un irrespect total pour notre métier, pour notre corporation, pour les lecteurs aussi, c'est quelque chose qui me fait sortir de mes gonds, parce que pour moi, la presse a quelque chose de sacré, vraiment, en fait. J'ai ce rapport très fort dont je te parlais tout à l'heure, et à la fois intime et ancien à la presse. Et pour moi, on doit avoir la mission, vraiment, de service public que la presse est censée avoir. On doit aller informer des gens qui n'auraient pas accès à l'information d'une autre manière. On doit aussi donner la parole à des gens qui ne pourraient pas l'avoir d'une autre manière. On doit être vraiment un média, c'est-à-dire un intermédiaire entre des gens qui ont des choses à dire et des gens qui, de notre point de vue, ont à les entendre. Lorsque l'on dévie à ce point, lorsque l'on laisse la parole à des gens que l'on présente comme des journalistes, mais qui passent leur temps à agiter des chiffons rouges et à jouer avec les populismes, avec les peurs, avec les haines, avec les extrémismes. Oui, quand on donne la parole en permanence à Éric Zemmour, quand Pascal Praud parle des heures sur ses émissions à la con, oui, ça me blesse profondément, ça me touche personnellement, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai créé Podcasting, et c'est vraiment un tout autre journalisme que je veux montrer, que je veux faire. Oui, j'ai une forme de haine pacifique, bien sûr, envers ces gens-là. Parce que ce qu'ils font de mon métier, parce que ce qu'ils font des titres, des groupes, ce qu'ils font aussi des journalistes qu'ils ont sous leur responsabilité. Parce que quand on laisse la parole à un Éric Zemmour ou à un Pascal Praud, pour reprendre ces deux exemples-là, en permanence, qui est sali? C'est pas eux. Eux, ils en ont rien à foutre d'être salis. Ils gagnent des fortunes grâce, justement, au fait qu'ils jouent sur les peurs et les haines. Ceux qui sont salis, bien évidemment, ce sont les petites mains, entre guillemets. Et j'en suis une moi-même. Je suis un petit journaliste anonyme, et j'en suis fier. Mais celles et ceux qui travaillent là-bas, qui parfois n'ont pas le choix pour payer leur loyer, sur le terrain, ils se font insulter de la part des consoeurs et des confrères, ils se font regarder de haut, et c'est difficile. La situation est difficile pour eux. Donc oui, pour ces gens-là, c'est vrai,
pour mon métier, pour le public aussi, c'est vrai que j'ai la haine. J'ai la haine vis-à-vis de ces gens-là. Et je l'aurai toujours. Et je crois que cette haine, elle va aussi avec la passion que j'ai pour mon métier. Et c'est cette même flamme. Et cette flamme-là, on ne me l'éteindra pas. Voilà. Ça se voit, ça s'entend aussi, je crois. Mais je suis totalement d'accord avec toi, parce que pour le coup, il y a pas très longtemps, j'ai acheté le Figaro. Ce qui m'arrive rarement, je n'achète pas toujours des journaux. Bref, parce que dans le Figaro Madame, il y avait un papier sur pertinence, pour le coup, mes partenaires. Et en ouvrant le Figaro, à la 3e page, t'avais le papier d'Éric Zemmour, quoi. Et là, je me dis, mais comment est-ce possible de valider quelqu'un comme ça en lui laissant un espace aussi important? Et moi, je me dis, mais ouais, quand le voir à la télé, et on sait, on en parle depuis des années, quoi. Ouais. Voilà, c'est un délinquant 3 fois condamné. C'est ça. Mais puis oui, alors je le savais même pas, donc déjà ça rajoute à la longue liste. Mais c'est du venin qu'il envoie. C'est vraiment du venin, ça divise, ça accroît la défiance vis-à-vis des journalistes d'abord, mais totalement. Ça, à la limite, c'est le moindre mal. Mais c'est surtout que ça divise totalement les populations sur énormément de questions. Bien évidemment que ça adresse les Françaises et les Français les uns contre les autres. C'est une certitude absolue. Ça adresse ce qu'il espère voir être des communautés, ça adresse des religions, ça adresse des classes sociales. C'est un travail de haine qui lui rapporte beaucoup, mais qui coûte beaucoup à la société française. Ah oui, c'est clair, c'est incroyable. Donc je te comprends parce que c'est pas mon métier et pourtant j'ai envie de lui éclater la gueule. Et donc je comprends que quand c'est ton métier et en plus un métier passion, t'es autant d'animosité envers ce type de personnes, quoi. Je te comprends tout à fait. Revenons à nos moutons. Pas même si on s'égare pas parce que voilà, mais je reviens un peu sur ton parcours. T'as été envoyé spécial aux Jeux Olympiques de Londres aussi pour l'équipe. Oui, c'est vrai. Ouais, comment de vivre un événement comme ça aussi? Enfin, alors, t'es aussi allé à l'étranger, donc on en reparlera parce que t'as fait pas mal de reportages 2012-2016, c'est ça. Je crois que t'as un peu bougé. Et tu nous parleras un peu des moments, à couvrir et des grands moments. J'imagine qu'il y en a eu. Ouais. Mais les JO, c'est sympa aussi, j'imagine. Quand on aime le sport, c'est quand même un bel endroit où être. C'était super sympa. Alors, j'avais eu la chance de faire ceux de 2010, à Vancouver, les JO d'hiver. Ça, j'avais couvert pour France Soir. Ça, c'était génial. C'était vraiment en tant que journaliste classique. Donc j'avais couvert un peu toutes les épreuves, les victoires françaises, etc. Et en 2012, j'y suis allé dans des conditions un peu spéciales parce que je devais y être à Londres pour France Soir justement, et mon contrat a pris fin juste à ce moment-là. Et donc j'ai trouvé un boulot alors qui n'était pas du journalisme pur, c'était du public reportage puisque je m'occupais d'éditer la gazette du CNOSF. Qui était distribué à Londres auprès des partenaires, du public, etc. Et qui était édité par l'équipe, en fait. Oui, le Comité National Olympique et Sportif Français. Qui distribuait dans son clubhouse, cela. Et c'était édité par l'équipe, effectivement. Donc c'est pas exactement un travail de journaliste, même si, dans les faits, ça n'a pas changé grand chose. Je suivais effectivement les victoires françaises et je laissais la parole, aux athlètes qui avaient été médaillés. Mais, dans les deux cas, que ce soit Vancouver ou Londres, c'était des moments extraordinaires, évidemment. C'est des moments que tout amateur de sport rêve de vivre. Et c'est vrai que ça c'était des très très beaux moments. J'ai pu voir aussi l'engouement autour d'un sport que l'on connaît très mal ici, qui est le hockey sur glace. J'ai vu un match Canada-États-Unis notamment. Quand vous êtes en plus au Canada, donc ça c'était un engouement de malade. Et c'était super de voir ça. Et puis après ça a été vraiment une expérience fantastique dans un endroit comme dans l'autre. Donc de très beaux souvenirs, c'est vrai, de ces deux JO. Bien sûr. Très cool, très cool. Donc après, je disais, t'es parti, t'as fait des reportages, donc 2012 à 2016, et c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, que t'as été indépendant. Oui, c'est ça. En 2012, du coup, je redeviens indépendant puisque France Soir ferme ses portes. Exactement, ouais. Donc là, je commence à piger un peu à droite à gauche, et c'est vrai. Est-ce que c'est, excuse-moi. Non, je t'en prie. Je t'avais déjà coupé, donc je continue en fait. Mais pardon quand même. Est-ce que t'avais pas l'impression de revenir à zéro en fait? Franchement, si, un petit peu, parce que t'as construit quelque chose, t'es resté longtemps dans une rédaction, et tu sors de là, et finalement, j'avais pas un réseau énorme, et donc j'ai un petit peu galéré pour essayer de le reconstruire un petit peu, de le construire, tout simplement, et puis de trouver des piges à droite à gauche. Et quand tu galères, quand t'es au début de ta carrière, c'est difficile à vivre, mais t'as 25 ans, bon, c'est moins grave. Là, en 2012, j'en avais déjà 34, donc c'est plus exactement la même chose. Donc ça a été très compliqué.
Et finalement, ça me donne l'occasion de saluer quelqu'un qui s'appelle Sophie Bougnot, qui est une amie et qui est une grande journaliste et qui était à la tête de certaines rédactions à cette époque-là et qui m'a fait un petit peu bosser, qui m'a aidé à pas lâcher en fait l'affaire, parce que t'as des moments où tu doutes tellement que tu te dis je vais jamais gagner ma vie quoi. Encore une fois avec en plus ma fille qui était arrivée en 2013, j'ai eu un garçon depuis en 2015 également, mais voilà. Et puis finalement entre 2012 et fin 2013, ma vie d'indépendance est organisée, j'ai commencé à mieux gagner ma vie, voilà. Et pour l'anecdote, fin 2013, j'ai eu l'opportunité d'intégrer un grand groupe de presse dans lequel je prenais des responsabilités très importantes, avec un salaire aussi très important. Et j'ai commencé dans ce groupe de presse un lundi matin à 9h, et à 11h30 je démissionnais. Sérieux? Parce que en 2h30 t'as senti que ça allait pas le faire? Oui, parce qu'en fait j'avais connu pendant 1 an et demi la vie d'indépendant. J'avais commencé à gagner ma vie justement, et j'avais compris ce que je pressentais depuis le début de ma carrière, que c'était vraiment ça qui était fait pour moi, être indépendant, et que je voulais pas revenir dans un c'est énorme, dans un bureau à plein temps. Et il y en a qui adorent ça, et je les respecte vraiment énormément, et c'est pas du tout un jugement de ma part, au contraire. Simplement qu'il y a des natures qui sont faites pour certaines choses et pas d'autres. Et donc j'ai dit au revoir. Même, en 2h30, ça a été rapide. Vraiment... c'est ça. Et en fait, à ce moment-là, on est en décembre 2013. Donc en plus, ma fille avait 2 mois, donc voilà. Normalement, il se passait beaucoup de choses, quoi. Émotionnellement, il se passait quand même beaucoup de choses. Et là, je me suis dit, ben voilà, je veux tout faire, tout tenter pour gagner ma vie en tant qu'indépendant, tenter le coup au maximum. Et si vraiment j'y arrive pas, je changerai de... Je trouverai une place, entre guillemets. Voilà, peut-être que je trouverai une place en CDI ailleurs, etc. C'est ce que j'ai fait. Je me suis lancé à fond dans l'aventure. En 2015, du coup, j'ai continué à gagner un peu ma vie en tant qu'indépendant entre 2013 et 2015, à gagner même un petit peu mieux qu'avant, en m'appuyant aussi sur une deuxième jambe, qui est la création d'une société de contenu éditoriaux. Donc là, on est plus dans le public éditorial, le public reportage, des choses à mi-chemin entre communication et journalisme, mais on n'est pas journaliste quand on fait ça, hein, c'est vraiment autre chose. Donc je m'appuyais un peu, les mots de mai, exactement. Je m'appuyais un peu sur ces 2 jambes pour pouvoir avancer. Ça a plutôt bien fonctionné. Et puis en 2015, j'ai, à force de lobbying, on va dire, j'ai réussi à convaincre ma femme de revenir à Bordeaux, enfin pour moi de revenir et pour elle d'y arriver. Et elle a donc quitté son poste. Elle était en poste chez Gradia justement, mais elle ne se plaisait plus dans ce travail-là. Donc pour elle, recommencer à zéro ici ou à Paris, c'était la même chose. Donc je suis revenu et elle est arrivée en juillet 2015 à Bordeaux. Voilà. Ça marche, très cool. Et est-ce que tu peux, t'as fait donc des reportages en France, à l'étranger. Est-ce que t'as des anecdotes, des histoires à raconter? Parce que quand on est journaliste, on est justement au cœur de l'info, hein, quand même. Est-ce qu'il y a des trucs que tu as vécu et tu te dis waouh, grâce à ce métier-là, j'ai vécu ça, quoi? Oui, j'ai eu la chance effectivement d'aller en reportage dans pas mal d'endroits, notamment en Tunisie, alors peu après la révolution, peu après le printemps arabe en tout cas, et il y avait encore des tensions, et j'y suis allé moi à un moment où il y avait des grosses tensions avec la France, et où notamment il y avait des chars autour de l'ambassade de France à Tunis pour empêcher les débordements, etc. Donc c'était assez compliqué, et on était avec un photographe sur place qui d'ailleurs m'en a beaucoup voulu après, mais il se trouve qu'on avait prévu en fait un reportage sur un art martial utilisé par les djihadistes tunisiens. Donc tous ceux qui le pratiquaient n'étaient pas forcément évidemment des fondamentalistes, hein, et encore moins des djihadistes. Mais en l'occurrence, certains d'entre eux, voilà. Et donc on s'est retrouvés plus ou moins par des contacts, etc. On s'est retrouvés à un endroit dans Tunis un peu pourri, quoi. Et on arrive dans une salle, en fait, où on voit des mecs en train de pratiquer ça. Et en fait, on comprend très vite qu'ils sont violemment anti-français. Et alors on nous avait recommandé de pas prendre nos passeports pour pas pouvoir être identifiés comme français. Et en fait, nous on commence. Alors j'avais un photographe qui parlait arabe, qui commence un petit peu à leur parler, tout ça. Le ton monte assez vite. Et là, il nous demande si on est français. Et lui dit non, on n'est pas français. Et moi je dis en italien, on est italien. J'ai la chance de parler italien, donc on est italien. Et en fait, l'un d'eux avait vécu longtemps en Italie et a commencé à parler avec moi en italien et à se dire donc du coup qu'on était sans doute probablement italiens. Ils avaient rien contre les Italiens. On a pu ressortir en une pièce. Je suis pas tellement sûr que dans d'autres circonstances, heureusement que ça aurait été aussi facile. Voilà. C'est clair, heureusement que t'as pas totalement bullshité en disant que t'étais autrichien. C'est ça. Je parle autrichien. Exactement. Là, ça aurait été un peu compliqué. Ça aurait été un peu compliqué. Voilà. Mais on sentait que le truc commençait un peu à monter. À s'envenimer. Et voilà. Bon, ça c'est après. Et justement, est-ce qu'on dit pas qu'on est suisse dans ce cas-là? Et tu fais de changer un peu l'accent, tu vois, non, parce que je me dis en fait,
Pour le coup, j'ai un cousin qui est franco-suisse et gabonais aussi, bref. Il a les 3 passeports. Et donc, en fait, il sort tel ou tel passeport en fonction du pays dans lequel il est, tu vois. C'est donc, pas bête. Est-ce que ça a pas un intérêt Écoute, si j'avais eu la présence d'esprit, j'aurais dit ça. Ou belge, peut-être. Oui, mais, tu vois. voilà, je voulais surtout pas donner l'impression qu'on parlait français aussi. Ouais, voilà, parce que ça aurait été un peu suspect dans tous les cas. Ouais, c'est clair. Et voilà. Énorme. Puis surtout, c'était un réflexe un peu. Oui. C'était le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Voilà. Mais donc ça a été un moment un peu compliqué, un peu chaud. Okay. Mais voilà, après non, sinon à chaque fois, enfin très souvent, ça s'est très bien passé. Si j'avais peut-être un souvenir à mettre en exergue, c'est quand on est parti avec un photographe qui est un très grand photographe qui s'appelle Christophe Calais, qui avait couvert à l'époque la guerre de l'ex-Yougoslavie et en particulier il était stationné à Sarajevo et il était non loin de Srebrenica au moment où le génocide a eu lieu, et on est retourné à Srebrenica 20 ans plus tard et on a fait un reportage auprès des veuves et des orphelines des hommes de Srebrenica, puisque ce sont principalement des hommes qui sont 90% des hommes de cette petite ville ont été donc exterminés par les forces serbes. Et donc on est retourné là et on a vu encore tous les stigmates que portait cette partie donc de cette toute petite enclave. Et puis on a vu aussi les tensions avec les Serbes. Là encore aussi on a eu parfois des moments un peu compliqués. Et ça a été un beau reportage qui a été publié dans Gradia, justement. 6 pages en plein de juillet sur ce thème-là, dans un féminin. Franchement, il fallait s'appeler Gradia pour oser ça, parce que c'est quand même un sujet très lourd. Les photos étaient très lourdes, pardon. Les témoignages l'étaient tout autant. Et voilà, on a pu être publié, longuement publié, et j'en suis encore aujourd'hui ravi et très fier. Voilà. Ouais, c'est clair. Et tu vis comment ces moments-là quand t'es sur place, justement? Parce que quand t'as des choses aussi dures, c'est ça aussi le métier de journaliste, c'est de parler de tout, hein. Enfin bon, après, ça dépend, comme tu disais, on choisit un peu, on peut se permettre de choisir. Mais là, tu vois, rien qu'en t'entendant, ça me fait quelque chose. Donc, toi, quand tu le vis, enfin, tu vis ça comment? Le soir, t'arrives à dormir? Hein, comment ça se passe? Alors, juste, je le précise quand même, parce que moi, j'ai jamais eu l'opportunité, ou peut-être le courage, d'être correspondant de guerre. J'ai jamais été dans des zones de guerre, contrairement à certaines et certains. C'est grand reporter, c'est ça le terme? Ou oui, enfin, ou reporter de guerre, enfin, quelle que soit la manière dont on les appelle, c'est correspondant de guerre parfois. En tout cas, voilà, ça, ce sont des consoeurs et des confrères qui ont un courage immense. Que je n'ai jamais eu ou que je n'ai jamais eu l'opportunité d'avoir, mais je préfère me dire que je n'ai jamais eu pour être honnête, parce que si j'avais vraiment voulu le faire, j'imagine que cela aurait été possible. En tout cas, voilà, évidemment, j'ai pas du tout la prétention de faire un métier qui s'approche ni de près ni de loin du métier que eux pratiquent. Donc pour en revenir à ta question, qui était mais c'est quand t'es sur place et quand t'as ces retours et que tu ressens 20 ans après, en fait, un fait d'histoire juste énorme. Oui, quand tu as ce genre de témoignage, tu te laisses rarement emporté par l'émotion, parce que tu essayes de te rappeler quel est ton rôle. C'est d'être encore une fois un média, donc un intermédiaire. Et tu te dis que si tu te laisses gagner par l'émotion, tu vas pas réussir à bien retranscrire ce que veut dire la personne. Voilà. Donc il est très très rare que sur des reportages je me sois vraiment laissé emporter. Ça a été le cas une fois à Srebrenica, justement, d'une jeune femme qui devait avoir 25-26 ans, et qui se souvenait comme si c'était la veille du moment où elle avait quitté la ville avec sa maman, et son papa s'était caché sous un siège pour pas être repéré, sous le siège du bus avec lequel elle-même partait avec sa maman. Le bus a commencé à démarrer, et là tout d'un coup il a été repéré, et on l'a fait descendre du bus, et elle m'a raconté de quelle manière son papa s'était retourné, lui avait souri, il lui avait dit à bientôt. Et là quand tu entends ça avec une forme de proximité, à la fois dans le temps et puis géographique, parce que je dis pas que ça doit moins te toucher quand ça se passe à 10 000 km. La théorie du mort kilomètre, j'y ai jamais cru. Pas du tout. Mais ce sont des gens, à l'époque, on l'entendait beaucoup. Moi, je m'en souviens, toi, t'es un peu jeune pour avoir connu cette époque de l'ex-Yougoslavie, mais moi, je m'en souviens très bien, on entendait beaucoup, ça se passe à 1 heure de Paris, à 1 heure de vol de Paris. Bon, je sais pas exactement si c'était le cas ou pas, mais en tout cas, il y avait peut-être ce double sentiment de proximité. Et là, il y a pas de religion, hein, le fait qu'ils soient musulmans, etc. Tu te sens pas du tout loin de ces gens-là, bien évidemment. Et voilà, donc là, ce jour-là, j'ai été chopé parce que elle-même n'a pas pu retenir son émotion, et parce qu'elle le racontait avec tellement d'actualité encore, que c'était d'autant plus que, en l'occurrence, son père faisait partie des personnes dont le corps n'avait pas encore été retrouvé. Donc pour elle, comme pour tout cela, le deuil est très très difficile, sans doute encore plus difficile que lorsqu'on retrouve les corps.
Ouais. Mais voilà, donc non, la plupart du temps, on se laisse pas emporter par l'émotion. On se souvient qu'on est un média et qu'on est là pour être l'intermédiaire et qu'on doit le faire le mieux possible. Et que donc, l'émotion doit trouver sa place le moins possible. Ouais. Chapeau. C'est vrai que tu me racontes son histoire, tu vois, à travers toi, j'en ai les larmes aux yeux, alors je me dis merde, ça va, heureusement. J'ai un peu plombé l'ambiance. Non, mais non, mais après, voilà, c'est les histoires comme ça, et l'idée, c'est de voir un peu tout ce que tu as pu faire, et puis avec des histoires comme ça qui sont hyper intéressantes. On va essayer de repartir sur des sujets. Et ben depuis que t'as fait, donc entre 2012 et 2016, t'as fait des reportages en France, à l'étranger. Ouais. Et depuis, tu continues de faire alors je sais pas si on peut appeler ça reportage, mais ouais, si, quand même. Si, bien ouais. sûr, ouais. Je suis depuis, installé... il se passe quoi? Et après, on arrivera sur podcasting tranquillement. Et aussi sur le club de la presse de Bordeaux, parce que ça arrive en 2019. Donc, ouais. Donc voilà. Ben depuis 2015, donc je suis correspondant, comme je te le disais ici. Je suis aussi pigiste, voilà, pour plusieurs médias. Donc je continue bien sûr les reportages puisque je couvre une grosse partie de la région Nouvelle-Aquitaine, donc je me promène beaucoup au Pays Basque, parfois un peu plus haut dans les Deux-Sèvres, etc. Donc non, je continue de beaucoup faire du reportage. C'est vrai que j'en fais beaucoup plus dans la région, mais il m'arrive encore de m'échapper dans d'autres régions françaises ou même à l'étranger. Et ça c'est important aussi pour moi de pas rester cantonné vraiment dans une seule fonction. Et la différence, c'est qu'aujourd'hui, je travaille pour beaucoup plus de médias. Donc, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure. Et c'est vrai que, donc, pour moi, c'est très riche, c'est très divers. Ça correspond exactement à ce que je voulais faire parce que c'est moi qui organise mes journées, qui prends mes vacances quand je veux, etc. Et par ailleurs, ce qui m'a toujours intéressé, c'est de bosser pour des publics très différents. Donc, que ce soit Phosphore, qui s'adresse aux lycéens, l'Usine Nouvelle, qui s'adresse au monde industriel. Voilà, on peut citer plein d'exemples différents. Europe 1, ou plutôt grand public amateur de foot. Enfin, voilà. Et dans des parutions différentes aussi. Parfois, c'est le quotidien, parfois l'hebdomadaire, parfois le mensuel, la radio, etc. Et tout ça sont des gymnastiques intellectuelles qui m'intéressent beaucoup, que j'adore en fait. Et puis, encore une fois, je me cantonne pas à un seul thème, puisque je fais du sport, je fais de la société, de l'économie, vraiment des choses, de la culture, bien sûr. Et j'imagine en plus que tu les abordes pas de la même manière. Non, bien sûr. Et c'est ça, en fait. Alors, pour moi, c'est au cœur de mon métier. Encore une fois, il y a aucun jugement et encore moins de condescendance pour les personnes qui font toute leur vie, toute leur carrière de journaliste dans un seul secteur, dans la culture, la politique, etc. Je trouve ça parfaitement respectable, vraiment quoi. Mais moi, ça m'a jamais vraiment intéressé cette démarche-là. Ça a toujours été de toucher à tout. Alors, on peut considérer que je touche à tout et que je suis bon à rien. C'est sûr qu'on peut pas être aussi spécialiste que quelqu'un qui consacre sa vie à cela. Mais je considère que quand on travaille beaucoup son sujet, quand on s'intéresse à beaucoup de choses et qu'on le bûche et qu'on le bosse vraiment avant d'attaquer un papier, on est capable d'être celui qui va transmettre l'information qui est donnée par quelqu'un qui est spécialiste et qu'on va interviewer, voilà, et qui va vulgariser tout cela. Donc, alors ça peut pas marcher à tous les coups, hein, évidemment. Je vais pas travailler pour des trucs hyper spécialisés en médecine ou évidemment. Mais pour beaucoup de médias, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Donc voilà, j'adore travailler pour des supports très différents, sur des sujets très différents, et pour des publics aussi très très différents. Et je suis vraiment, alors là pour le coup, je suis pleinement comblé depuis quelques années et depuis toutes ces collaborations qui sont multiples. J'ai la chance qu'elles soient multiples et je mesure cette chance aussi vraiment parce que je sais que la réalité pour les journalistes elle est tout autre et le revenu moyen pour les journalistes il est très peu élevé, notamment pour les pigistes, il s'élève à 800 € par mois je crois, donc c'est quand même pas grand chose. J'ai la chance de gagner ma vie beaucoup mieux que ça, pas comme un trader mais beaucoup mieux que ça. Et cette chance là je la savoure, je sais qu'elle est due aussi au fait que j'ai de l'expérience, sans doute ce qu'on peut appeler un réseau, même si en réalité il m'a jamais vraiment servi ou très peu servi pour être embauché quelque part, parce que la plupart du temps j'ai répondu à des annonces en fait tout bêtement, ou alors j'ai proposé mes services, ce qu'on fait le plus souvent. Mais en tout cas voilà, je savoure cette chance et j'en suis conscient aussi. Voilà. Et j'oublie pas mes consoeurs et confrères qui sont dans des situations beaucoup plus difficiles. Carrément, et merci de le dire. Ça me fait penser, vu que t'es dans plein de secteurs, plein de sujets différents, est-ce que t'es pas tout le temps, genre, parce que les infos on en a tout le temps, constamment, qui nous arrivent en pleine face. Est-ce que tu deviens pas taré, quoi? Enfin, si, très sincèrement, si. En fait, j'ai quelqu'un de taré en face de moi. Voilà. Exactement. Tu as quelqu'un de schizophrène. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, par exemple, sur Facebook, j'ai fait naître Jean Brandon, qui est mon alter ego, un peu, qui n'a aucun filtre et qui. Non, mais
c'est-à-dire que quand on est journaliste, c'est comme c'était un métier passion, comme une vocation. On est journaliste 24 heures sur 24. C'est vrai quand on est en poste en permanence quelque part, mais c'est vrai aussi quand on est, et c'est vrai encore plus quand on est indépendant. Parce que quand on est indépendant, on doit proposer des sujets en permanence, encore plus que quand on est en poste, parce que notre survie dépend de ça. Donc, c'est vrai que je rends un peu fou mes proches. Alors ma femme, j'ai de la chance, elle est journaliste aussi, elle est photographe, elle en l'occurrence. C'est l'une des photographes les plus douées de sa génération pour moi. Je le dis vraiment de manière objective, même si je le suis sans doute pas. Mais j'ai connu beaucoup de grands photographes, dont Christophe que j'évoquais tout à l'heure. Mais vraiment pour moi, elle est dans le haut du panier. Elle s'appelle Magali Marico, pour celles et ceux qui veulent aller voir son site. En tout cas, voilà. Donc elle comprend quand même cette espèce de qui vivent en permanence. Pour d'autres, c'est parfois plus compliqué. C'est vrai que ça peut venir en passant devant un panneau, tu vois marqué village bio. Qu'est-ce que ça veut dire, tu vois ou village sans taffetas. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc ça, c'est des trucs, des reportages que j'ai fait vraiment. Tu discutes avec quelqu'un qui te dit moi je fais ça, machin. Putain, le thème est super intéressant. Tu vas le proposer en suivant. Voilà, c'est vrai que tu t'arrêtes jamais, y compris en vacances d'ailleurs. Et tu ne déconnectes jamais. J'ai toujours donc un petit carnet à portée de main dans lequel je note des idées. Et bon, pour le petit carnet, c'est un peu romantisé parce que c'est mon iPhone en général. Mais voilà, dans lequel on va noter des idées qui ensuite vont pouvoir déboucher sur des reportages. Mais oui, en fait, quand t'es journaliste, si tu veux, enfin, de mon point de vue, t'es en permanence nourri par tes échanges avec les autres et par le monde dans lequel tu vis. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Donc, c'est vrai que je le suis en permanence et que c'est parfois sans doute un peu usant. Ça me fait penser au FOMO. Je sais pas si tu connais le FOMO. Oui. The Fear of Missing Out. Donc la peur de manquer quelque chose. Exactement. Tu l'as quand t'es journaliste ou... Parce que je me dis pareil que tu vois quand on parlait de 2015. Alors je pense aux grands événements qu'on a eu en France, mais donc les attentats. Est-ce que quand t'es journaliste, tu te dis merde, je suis en train de louper ça? Et c'est clairement la FOMO, quoi, la peur de manquer quelque chose. Est-ce que ça te fait pas, ou peut-être que tu dis, bon, très bien, il y en a qui le font, et moi j'y suis pas, je suis sur autre chose, mais moi j'ai vraiment me dire, il se passe plein de trucs partout, et t'as envie d'y être, quoi, c'est ça. Oui, tu as envie d'y être, et de toute façon, alors j'ai pas vraiment cette peur, parce que quand vraiment les choses m'intéressent, j'ai la chance de pouvoir très souvent trouver un moyen d'y entrer. Donc, par exemple, bien sûr, les attentats, j'ai souhaité écrire d'une manière ou d'une autre là-dessus. Et donc, pour Grazia, quelques semaines après, j'ai eu la chance de rencontrer des survivants du Bataclan qui s'organisaient pour pouvoir faire sortir la parole. C'était ça l'angle de mon papier. Et cet angle-là m'intéressait profondément. J'aurais évidemment aussi pu être amené à traiter les choses dans l'immédiat, à chaud, etc. Il se trouve que j'étais déjà à Bordeaux à l'époque. Donc ça s'est pas présenté. Mais voilà, j'ai pas vraiment cette FOMO dans la mesure où, voilà, d'une manière ou d'une autre, j'arrive à m'intéresser aux choses qui justement me semble être passionnante. Voilà. Donc non, je crois pas avoir ça. Ok, ça marche. Tant mieux. Ouais, j'ai déjà beaucoup de... Déjà, j'imagine que t'as de quoi faire et après, il s'en passe tellement que... Voilà. Non, mais c'est vrai, après, en revanche, la boulimie d'infos, la boulimie d'envie de comprendre, de curiosité, d'écoute, ça, évidemment que je l'ai, quoi. Très clairement. Ouais, sans doute, ouais. Bon, et donc en 2019, tu deviens président du club de la presse de Bordeaux, Quesaco. Le club de la presse de Bordeaux, ça a été fondé il y a 40 ans, donc en 1979. On a fêté ça dignement en 2019, avant le confinement, exactement. Et c'est une association qui réunit environ 450 personnes, notamment des journalistes, mais aussi des communicants dans le secteur de la relation presse, ainsi que des étudiants en journalisme et des étudiants en communication également. Et puis des professeurs de journalisme, etc. Et l'idée, c'est de se grouper à tous pour essayer de réfléchir ensemble aux grandes thématiques qui traversent notre métier et pour essayer aussi de s'aider les uns les autres. Donc, on va organiser des ateliers thématiques, comment vendre une pige, comment faire face à du harcèlement sexuel lorsqu'on est une femme pigiste et qu'on est en but à cela. Voilà, des choses vraiment très différentes. On est là aussi pour accueillir des conférences de presse. On est là pour faire des interventions dans les lycées, dans les collèges, pour aller expliquer ce qu'est notre métier, et notamment en partenariat avec une association qui s'appelle Fake News, qui a été fondée par une journaliste qui s'appelle Aude Favre. Et cette association va justement aider à comprendre, l'association s'appelle Fake Off et elle aide à lutter contre les fake news. Et donc c'est aussi notre rôle que d'aller discuter avec des associations, d'aller discuter aussi avec des gilets jaunes, on l'a fait, essayer un peu de renouer ce lien avec le grand public. Donc c'est une association qui a de multiples visées et qui
tente en gros de replacer le journalisme un peu là où il devrait être, un peu comme l'église au centre du village. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est pas un lieu de vieux croulants qui fument le cigare sur leur fauteuil club en se disant ouais, quand même on est bien là. Voilà, tu vois. Au contraire, c'est un lieu vivant où on essaie de faire entrer des jeunes, mais sans jeunisme, parce que les personnes plus âgées ont aussi leur place au club, et on essaye de l'ouvrir au maximum. C'est un lieu ouvert qui évolue avec son temps et qui essaie de comprendre les grandes thématiques qui animent la presse d'aujourd'hui. Donc c'est un lieu d'accueil, d'écoute. C'est un lieu qu'on essaye de faire vivre le mieux possible. Et c'est aussi d'ailleurs un lieu où on peut venir travailler en tant que pigiste, puisqu'on a des locaux, on paye l'adhésion, donc c'est 15 € je crois quand on est pigiste, ou 20 €, je sais plus. Je devrais le savoir quand même. En tout cas, c'est pas très cher, c'est 60 € quand on est en poste, je crois, par an, et on a quand même un lieu où travailler, voilà, toute l'année, quoi. Donc, non, c'est un club auquel je suis très attaché. Et pourquoi, justement, pourquoi t'as voulu en être, enfin, je sais pas si on est élu président, si on se présente, je sais pas comment ça se passe, mais alors, bon, puisque personne nous écoute, il n'y a pas de micro. Pas tout de suite là, non, c'est bon, t'inquiète pas. Non, il se trouve que j'étais un membre du club de la presse, mais je n'étais pas membre du conseil d'administration. Okay. Et alors, je ne sais pas du tout, et aujourd'hui encore, je ne le sais pas, comment le conseil d'administration a pensé à moi, ni pourquoi. Mais j'en ai été très honoré, en tout cas. Et en fait, en début de l'année 2019, effectivement, l'ancienne présidente, Laetitia Langella, que je remercie, est venue me voir parce qu'en fait, on a des mandats d'1 an qui sont renouvelables 2 fois, donc on peut rester 3 ans à la présidence. Laetitia est arrivée au bout de ces 3 ans. Et je ne sais pas donc qui avait proposé mon nom, mais en tout cas quelqu'un l'avait proposé. Au conseil d'administration, beaucoup de journalistes m'avaient croisé d'une manière ou d'une autre. Et donc on m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait de te présenter à ce poste-là? Je me suis présenté, j'ai eu la chance d'être élu. Et c'est une charge qui évidemment m'honore, qui m'oblige aussi, et que j'essaie d'assurer le mieux possible en érigeant donc 3 priorités. La première était de renouer le lien avec le grand public. Juste avant le confinement, c'était vraiment une riche idée. Donc, on devait organiser plein de séminaires, de rencontres. Inutile de te dire que ça a été... J'imagine. Voilà. Ça, c'était la priorité numéro 1. La deuxième, c'était d'aider les journalistes, les jeunes journalistes étudiants à l'IJBA, donc l'école de journalisme de Bordeaux, qui sont boursiers, à justement avoir un tout petit peu plus d'argent, parce que pour certains d'entre eux, ils sont même pas sûrs d'aller au bout de leur scolarité à l'IJBA, qui est pourtant gratuite. Et donc là, on avait eu l'idée de créer une bourse à laquelle devaient contribuer des entreprises en échange de services fournis par le club. Et ça devait se lancer en mars 2019, et pour l'instant on n'a donc toujours pas lancé parce que malheureusement on devait faire une soirée pour présenter tout ça, et puis surtout solliciter les entreprises, etc. Mars 2019 ou 2020 alors Mars 2020, excuse-moi. Oui, mars 2020, pardon. Okay. Et ça s'est pas mis en place, donc c'est reporté pour l'instant. Et troisième priorité qu'on a quand même pu un peu mieux mener, c'était aider les femmes qui évoluent dans ce milieu, et en particulier les jeunes femmes, à faire face justement aux comportements sexistes, au harcèlement sexuel qu'elles sont amenées à rencontrer. Alors, on n'est certainement pas le seul milieu concerné, mais on n'est certainement pas non plus un milieu exempté de ces graves problèmes. Et le souci, c'est que beaucoup de nos consoeurs, notamment en début de carrière, sont justement des journalistes pigistes, c'est-à-dire soumises en permanence au bon vouloir d'un rédacteur en chef, d'une rédactrice en chef, mais là, en l'occurrence, il est plus question de problèmes rencontrés, évidemment, avec des rédacteurs en chef. Donc, d'un rédacteur en chef qui va peut-être parfois avoir un comportement sexiste, voire pire. Et si tu réponds, ou si tu ne fais pas ce qui t'est demandé, bah, t'es écarté sans autre forme de procès. Si t'es salarié à plein temps, tu peux pas être écarté comme ça par quelqu'un, juste parce que t'as refusé ses avances. Quand t'es pigiste, c'est beaucoup plus facile. Donc, on essaie de s'organiser, de sensibiliser, de faire aussi des ateliers avec des avocates, et des avocats d'ailleurs, spécialisés là-dedans, mais je disais des avocates parce qu'on fait des réunions en mixité, et on fait aussi des réunions en non-mixité, pour favoriser la parole des femmes justement, et qu'elles puissent présenter à des avocates précisément le problème qu'elles rencontrent, sans avoir peur du regard ou du jugement des hommes. Voilà. Ouais, ok, c'est top, bravo. Ben merci. Bon, après, j'aurais des questions sur le journalisme, le rapport entre le public et le journalisme, mais on va d'abord parler de podcasting. Ouais, avec plaisir. Pourquoi avoir créé un podcast? C'est intéressant ça comme sujet en ce moment. Alors, vraiment, je te le disais tout à l'heure, moi je suis un pur journaliste, en tout cas pur journaliste. Par cela, je veux dire que ce qui m'intéresse, c'est l'aspect journalisme, c'est l'aspect éditorial. Je suis pas quelqu'un qui suis fort en marketing, en entrepreneuriat. J'ai fondé ma boîte, bien sûr, mais bon, c'est une toute petite boîte qui, voilà.
Donc c'est principalement né d'une envie éditoriale et journalistique en fait. Voilà. Et moi je suis un grand amateur donc d'information, de journalisme, tu l'auras compris, de nouveaux journalisme aussi. Donc je me suis formé par exemple à ce qu'on appelle le mojo, tu sais, le mobile journalisme. Donc j'ai appris à filmer et à monter avec un smartphone. Et d'ailleurs je l'ai fait pour Arte un petit peu, je le fais parfois pour Arte. Et je suis ravi de le faire pour eux. Cool. Mais parmi ces nouvelles formes de journalisme, il y a bien sûr les podcasts et en particulier les podcasts innovants comme les podcasts quotidiens d'actualité. C'est un genre qui apparaît en mai 2019, je crois, ou en janvier 2019 aux États-Unis avec le Daily du New York Times. Le principe est tout simple, c'est que on interviewe une journaliste ou un journaliste sur un article très récemment écrit, et cette personne qui est interviewée explique comment elle a écrit son article, qui elle a rencontré, comment on fait pour aller plus loin si ça nous intéresse, etc., etc. Et quand je suis tombé sur The Daily, j'ai vraiment été séduit par l'idée. Ça dure une vingtaine de minutes, peut-être un petit peu plus que le nôtre. Et donc voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. En mai 2019, j'ai un problème avec les années. Donc parce que The Daily est apparu au début de l'année 2018 et non pas 2019. D'accord. Voilà, je vais y arriver. En mai 2019, au printemps 2019, les deux journaux du groupe LVMH, donc Les Échos et Le Parisien, lancent en même temps leur podcast, donc Code Source pour Le Parisien et La Story pour Les Échos. Et ça marche aussi très bien. Alors ça n'atteint pas les audiences du Daily qui est maintenant à 2 millions d'écoutes par épisode. Voilà. J'ai la marge avec le pompon, moi, merde. Je te laisse digérer ça. Et moi donc. Et donc évidemment, on n'est pas dans ces sphères-là, mais ça marche quand même plutôt très bien. Tout le monde reconnaît que c'est de la qualité. C'est fait par donc 2 hommes de radio à la base. Jules Lavie qui a été très longtemps à France Info pour Le Parisien, pour le Code Source, et Pierrick Fay longtemps à Europe 1 pour La Story des Échos. Donc moi je trouve le format très très réussi. Il se trouve que je connais plutôt pas mal Jules Lavie qui est un copain et qui est quelqu'un de très bienveillant et que j'aime beaucoup. Et j'en ai discuté plusieurs fois avec lui. Et puis au bout d'un moment je lui ai dit écoute Jules, moi j'aimerais faire la même chose en régional. Est-ce que tu peux m'aider, me donner des conseils, etc. Et là vous avez 2 types de professionnels, donc dans le journalisme ou ailleurs. Vous avez les crevards qui vont considérer que vous êtes plus ou moins un concurrent et qui vont vous dire non, va te faire foutre. Ou les bienveillants, les seniors même pourquoi pas, qui vont au contraire tout faire pour que vous essayiez de pas faire les mêmes erreurs qu'eux, pour que vous montiez les choses le mieux possible, etc. Et donc Jules, il a passé des longues heures à discuter avec moi, à me filer des tuyaux, à me donner des lectures aussi, voilà, pour que je puisse monter Podcasting, et je l'en remercie énormément. On s'était connus sur l'aventure vraiment un éphémère hebdomadaire de très très grande qualité auquel j'ai eu la chance de contribuer, de faire des sujets fantastiques. Et donc malheureusement ça s'était planté, pas forcément éditorialement, mais ça n'avait pas rencontré le succès en tout cas. Et Jules a su rebondir avec Code Source et j'en suis vraiment ravi pour lui, et c'est vraiment une inspiration pour nous ce podcast. Voilà. Donc on l'a pas copié parce que on est différent pour 2 raisons. On est donc un podcast d'actu quotidienne, ça c'est sûr, comme lui ou comme voilà. Mais on a 2 particularités, c'est que d'une part on est régionaux, on est sur le Grand Sud-Ouest, donc principalement Nouvelle-Aquitaine, et on peut déborder un petit peu plus. Et on est aussi non pas lié à un journal, donc ni le Parisien ni les Échos, etc. On est lié à une dizaine de médias régionaux, ce qu'on appelle des médias indépendants, qui sont, quand on dit indépendant, c'est indépendant d'un grand groupe, que ce soit un grand groupe de presse ou pas. Et ces médias, donc, on applique le même principe, c'est-à-dire qu'on pioche un article ici ou là, et on fait parler sa journaliste ou son journaliste, qui nous explique comment cet article a été conçu, quelles sont les personnes rencontrées, etc. Voilà, et ce durant un quart d'heure. Et c'est donc tous les jours sur beaucoup de thématiques très différentes, et parfois on fait 2 épisodes, 3 épisodes sur le même article. Voilà, on peut séquencer aussi comme ça. Grosso modo, voilà ce que c'est que Podcasting. Cool. Et Podcasting, c'est quoi ce nom? Ça vient d'où, dis donc? C'est un mélange de quoi et quoi? Écoute, il nous fallait trouver une identité régionale. Moi, j'avais à cœur quand même d'avoir podcast dans le titre pour qu'on comprenne évidemment tout de suite de quoi il s'agissait. Et donc on a rebondi sur une des rares polémiques bienveillantes d'Internet, parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup, en général c'est plutôt malveillant. Il y a un truc qui met tout le monde d'accord au moins sur sa convivialité, c'est ce fameux débat entre chocolatine et pain au chocolat pour nos amis nordistes, en tout cas du nord de la Loire, où je sais pas exactement où s'arrête la frontière de chocolatine, mais en tout cas voilà, évidemment on a voulu rebondir là-dessus. C'est un titre un peu con mais qui me fait beaucoup rire. Au moins on le retient. Au moins, voilà, c'est ça.
Et c'est le but. Ouais, c'est le but, exactement. Et puis, j'ai vu sur Twitter d'ailleurs qu'il y avait quelques débats là-dessus, que quelqu'un d'autre allait monter un pot au chocolat ou des choses comme ça. Ça nous fait assez marrer. Ça nous fait assez marrer. Bon, c'était vraiment un clin d'œil à ça, et je l'assume parfaitement. Ok, bon bah parfait. Quels sont les journalistes qui t'inspirent, que ce soit des hommes ou des femmes, et qui alors à la fois t'ont inspiré pour commencer, et aujourd'hui, d'après toi, quels sont les meilleurs journalistes, j'aurais dire français, peut-être du monde, après, à voir si... Ouh, la question on va rester difficile. en France, alors. On va rester en France, et si t'en as un ou deux peut-être du monde, ça peut être sympa. D'accord. Du monde, je parle du Ouais, world, hein, pas du monde. Ouais. Écoute, moi je dirais, je vais rester en France tout simplement parce que il y en a que j'ai rencontré et que je lis régulièrement, et je ne lis pas assez régulièrement la presse étrangère, même si je la lis tous les jours, mais j'ai la chance de lire à la fois l'anglais, l'espagnol et l'italien, comme je te le disais tout à l'heure. Donc j'alterne beaucoup ces journaux-là, et très sincèrement, je connais pas suffisamment les journalistes des pays étrangers pour pouvoir me prononcer là-dessus. Okay. Donc je vais rester sur la France en parlant d'abord peut-être pourquoi pas de deux femmes qui m'ont inspiré. D'abord Sophie Bougnaud, que j'évoquais tout à l'heure, qui est une grande journaliste. Alors aujourd'hui, elle fait quelque chose qui est un peu à côté du journalisme, elle fait plutôt de la communication. Je le regrette beaucoup parce que je pense que notre métier a beaucoup perdu, parce que c'est quelqu'un qui écrivait très bien, qui était aussi une excellente chef de service. J'ai connu comme chef de service culture, notamment à François, mais je l'ai connu aussi ailleurs. Très rigoureuse, quelqu'un de très droit aussi, donc pour qui j'ai beaucoup d'amitié et aussi beaucoup d'admiration et de respect. Il y a d'autres figures du journalisme qui m'inspirent. Je parlerai par exemple d'Isabelle Orlans, qui est spécialisée en justice, et dont j'aime beaucoup aussi le travail, à la fois à l'écriture et puis de la même manière la droiture. Je parlerai aussi peut-être de Sandrine Chénel, qui est une journaliste spécialisée éducation et qui, elle aussi, elle est très active notamment pour aider les jeunes consoeurs et les jeunes confrères. Elle est très active dans des associations de pigistes, entre autres. Cool. Donc voilà, on met souvent en avant des journalistes hommes. Voilà, je rends hommage à ces trois femmes. Et puis après, ici à Bordeaux aussi, j'aimerais parler de certains journalistes qui m'inspirent et de certaines. En tout cas, j'aimerais citer notamment le nom de Jean-Pierre Spirlet, qui a été président du Club de la Presse il y a un petit moment, qui a été à sa fondation aussi, et qui est quelqu'un qui, avec beaucoup de bienveillance et de gentillesse, nous accompagne encore aujourd'hui, et notamment moi m'accompagne et m'aide parfois dans certains choix, m'aide aussi à comprendre le passé du club, etc. Donc je l'en remercie beaucoup. Voilà, grosso modo, un petit peu quelles sont mes inspirations. Je parlais des photographes tout à l'heure, Christophe Calais en études, Magali Marico, donc qui est ma compagne, en études aussi, parce qu'elle fait un énorme travail. Voilà, j'ai beaucoup de noms de journalistes que je pourrais citer. Et puis un petit dernier quand même, qui est un local aussi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Laurent Perpignan-Iban, qui a été le premier invité de Podcasting, et qui sur les républicains espagnols, et qui fait un énorme travail notamment sur les peuples sans État, et qui est quelqu'un aussi de très engagé dans la lutte contre l'extrémisme. Et je l'en remercie beaucoup. On l'accueillera à nouveau sur les ondes de Podcasting. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et peut-être pour terminer, une consoeur aussi. Il faut pas me lancer sur les consoeurs, les confrères. La fameuse technique de la tranche de salami. C'est ça. Tu tranches en plus pour finir. Juste peut-être une dernière qui est Héloïse Bajou, que j'aime beaucoup aussi, qui a été elle notre deuxième invitée dans Podcasting, et qui fait un très gros travail, qui est plutôt spécialisé sur les thématiques santé, mais qui est aussi très active notamment sur les réseaux sociaux pour tenter de faire respecter les droits des pigistes, pour tenter aussi de lutter à sa manière contre les extrémismes. Et donc voilà, je pourrais citer, tu l'auras compris, une centaine de noms, c'est 200 noms, mais en tout cas voilà, les quelques noms qui me viennent sont ceux-là, et j'invite chacune et chacun à suivre leur travail. Voilà. Ça marche, c'est noté et c'est surtout entendu. Je voulais parler un peu, pour terminer tranquillement, sur la presse, sa liberté et le métier. Alors, rapidement, je parle de trois trucs on pourrait passer des heures à parler de ça, mais l'idée c'est d'avoir ton avis un peu sur à la fois le métier de journaliste, qui est pas, je pense, c'est pas le métier le plus apprécié en France, malheureusement. Non, il y a un paradoxe là-dessus. Il y a un paradoxe, et justement, pourquoi en fait? Le paradoxe, c'est que effectivement, c'est sans doute l'un des métiers les plus détestés, ou les plus controversés, les plus critiqués. Et en même temps, ça reste l'un des métiers les plus écoutés ou les plus connus, quoi, en fait. Les plus connus, et puis que les jeunes aimeraient le plus pratiquer aussi. Ah ouais? Ça, c'est quelque chose, voilà, qui est assez paradoxal. Je pense que cette
défiance, d'abord, il y a une forme de défiance qui a toujours existé et dans laquelle la presse a toujours eu sa responsabilité. Des journaux, des organes de presse qui ont publié des fake news, qui ont une ligne éditoriale pourrie, ça, on en a toujours eu, c'est pas nouveau. C'est ça. Le gros problème aujourd'hui, c'est que finalement, ceux que l'on entend le plus, et surtout donner leur avis et parler sur des choses qui n'ont rien à voir stricto sensu avec le journalisme, ce sont encore une fois tous ces nuisibles, tous ces gens qui ne sont plus journalistes depuis très longtemps, qui n'ont plus écrit un seul papier. Je pense à Christophe Barbier par exemple, lui il se vantait carrément de ne plus être en contact avec le peuple, je sais même plus comment il l'avait formulé, et de ne plus aller sur le terrain en tant que journaliste parce que ça pouvait le souiller, qu'il préférait être sur les plateaux télé parce que ça rendait sa pensée plus pure. J'exagère à peine, c'était à peu près ça. Hein, je pense que t'exagères à peine. Franchement à peine. Mais voilà, qui sont les journalistes aujourd'hui que l'on entend le plus? Ce sont les Barbier, les Zemmour, les pros que je citais tout à l'heure. On pourrait en citer plein d'autres. Et tout ça, en fait, qu'est-ce qu'ils transmettent comme message? Ils transmettent le message d'un journalisme totalement déconnecté de la réalité, encore une fois, qui attise les haines, qui attise les peurs, qui dresse les uns contre les autres. Et ça, pour moi, il porte une responsabilité majeure là-dedans. Heureusement, on a quand même une presse qui arrive pour contrebalancer tout ça, et notamment depuis quelques années, avec Les Jours, avec Mediapart, avec Mediacité, avec la revue Far West ici, avec Aki, avec Curieux, pour citer les exemples ici de médias qui se sont installés depuis quelques années, et qui misent Rue 89 Bordeaux, bien évidemment, qui mise sur bien autre chose, c'est-à-dire sur une forme de qualité, une forme de fond, et pas du tout sur l'écume et sur le buzz. Mais pour eux, c'est compliqué. Forcément, c'est compliqué, parce que ça nécessite aussi un effort un peu plus important. Mais on est un peu contrebalancé comme ça, mais je pense, moi, que le tort porté par ces chaînes d'information continues, c'est News évidemment, BFM. Alors, je mets pas tout le monde dans le même sac. C'est-à-dire que bien évidemment, il y a d'excellents journalistes chez CNews comme chez BFM. Mais encore une fois, ces excellents journalistes sont complètement éclipsés par les espèces de raclures de bidets qui squattent l'antenne en permanence et que l'on entend et que l'on voit beaucoup plus qu'elles et eux. Et c'est ça, moi, qui me révolte profondément. Donc, il y a une défiance qui s'est instaurée, elle est accrue par cela, elle est pas accrue que par cela, elle est accrue aussi par les réseaux sociaux qui ont énormément de qualité, et notamment pour la presse, qui nous permettent de communiquer directement avec nos auditeurs, nos lecteurs, et nos auditrices et nos lectrices, et ça c'est quelque chose de très intéressant évidemment. En revanche, c'est aussi très préoccupant pour la circulation de la pensée complotiste. Et on sait très bien que parmi les plus grands complotistes, il y a les journalistes. J'ai encore été ajouté sur Twitter à un groupe complotiste en chef. Il y a quelques jours que j'ai rapidement fui avec d'autres journalistes engagés, disons, contre une forme d'extrémisme, mais beaucoup plus engagés que moi d'ailleurs. Voilà. Mais toujours est-il que cette défiance, elle est nourrie par l'époque, par justement ces réseaux sociaux, une partie de ces réseaux sociaux, mais elle est surtout nourrie quand même par une partie de notre profession, et ça c'est quelque chose qui me révolte, et c'est quelque chose contre quoi je lutte avec d'autres, avec les gens de l'association Fake Off, avec toutes celles et ceux qui comme nous font l'effort d'aller dans des collèges, dans des lycées. J'ai aussi oublié quelque chose, mais le Club de la Presse est partenaire d'un dispositif qui s'appelle La Chance, qui est une prépa d'1 an gratuite à destination des boursiers et des élèves en situation, et des étudiants en situation de handicap. Et donc donc les quartiers prioritaires, le handicap, c'est vraiment le cœur de La Chance, et La Chance marche très bien. On a réussi à placer 10% des étudiants en école de journalisme l'année dernière venaient de la prépa La Chance, ou de la même chose qui s'appelle l'égalité des chances, qui se fait plus au nord, même si La Chance est un dispositif présent sur tout le territoire. Mais voilà, en s'investissant de cette manière-là, en allant encore une fois parler avec les associations, parler y compris dans les quartiers, parler avec les gilets jaunes, on contribue à réduire un petit peu cette fracture. Mais évidemment, c'est une gouttelette dans l'océan, et à côté on a des torrents de haine qui sont déversés en permanence, on a des fleuves de haine même qui sont déversés en permanence, et donc on ne lutte pas à armes égales. C'est pas grave, on va pas les baisser, ces armes-là, mais parfois ça pèse un peu sur le système, et ça alimente cette forme d'animosité que je peux avoir envers ces gens-là. Ouais, c'est sûr. Et tu l'imagines comment l'avenir de la presse ? Plus paradoxalement peut-être parce que celles et ceux qui entrent dans le métier se disent qu'il est plus compliqué qu'auparavant. C'est un constat. C'est le cas ?
Je ne sais pas vraiment. Ce qui est plus compliqué en tout cas, c'est que les droits des journalistes sont moins respectés. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a justement, en étant pigiste, on est relativement protégé et de plus en plus de médias font le choix de payer en facture et non pas en pige, ce qui leur permet à eux de payer moins de charges et ce qui assure moins de protection aux journalistes qui est employé. Encore une fois, j'entre pas dans les détails, mais ça veut dire que cette profession de ce côté-là est fragilisée. Il y a aussi de moins en moins d'embauches en CDI. Bon, après, est-ce que avoir un CDI, c'est le Graal, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose de rassurant. Il y a de moins en moins d'embauches au CDI, ça c'est une certitude. Voilà. Maintenant, on est quand même aujourd'hui à un point qui est très différent de celui que j'ai connu moi il y a 20 ans quand je suis entré sur le marché du travail. Parce que à l'époque, on voyait bien que les radios se cassaient la gueule, que les télés se cassaient la gueule, que la presse écrite encore plus, et on voyait pas vraiment autre chose apparaître. Depuis, on a eu d'autres modèles. On a eu les MOOC. Alors tous ne gagnent pas leur vie, mais certains réussissent quand même à tirer leur épingle du jeu. Par MOOC, je parle pas des contenus éducatifs, hein, M2OC, je parle des M2OK, de la contraction entre magazine et livre, donc que peuvent être la revue 6 mois par exemple, ou Éléphant, ou Feu de sport malheureusement, mais il y a eu pas mal de revues comme celle-là qui sont vraiment de très grande qualité de mon point de vue en tout cas, et qui arrivent à trouver leur chemin sur parfois des marchés de niche, mais qui n'ont pas forcément non plus des coûts énormes, donc qui arrivent bon gré mal gré à se créer, à se frayer un chemin. Je pense aussi évidemment aux sites internet, que ça soit des sites de vidéos, que ça soit des sites de podcast, que ça soit des pure players qui privilégient la presse écrite. On en a quand même de plus en plus qui réussissent à trouver un équilibre. C'est souvent compliqué, mais certains y arrivent. Évidemment, je pense à Rue 89 Bordeaux, à Far West. Alors voilà, c'est pas des jours faciles. Rue 89 a passé un appel il y a pas si longtemps pour ne pas disparaître. Bon voilà, mais malgré tout, on voit quand même qu'émergent de nouvelles solutions. Et puis les studios de podcast en ce moment marchent très bien aussi. Donc ça se passe bien. Donc il y a de très très belles réussites. On peut citer Binge ou Louis Média par exemple, mais qui réussissent à produire des contenus de mon point de vue de grande qualité. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 20 ans on nous disait vous allez voir Internet, ça va juste servir à faire des papiers courts pourris qu'on va bâtonner, bâtonner voulant dire que l'on va recopier d'un site à l'autre, etc. Ceux qui avaient ce modèle-là, notamment le groupe qui avait racheté le François à l'époque, qui s'appelait le groupe Palpix, qui était donc vraiment mené par une bande d'abrutis, ceux qui croyaient en ce modèle-là se sont évidemment plantés et se planteront encore plus à l'avenir. Et je pense que malheureusement, on va avoir de plus en plus de contenu bien pourri, comme ce qu'on peut avoir avec les émissions qu'on évoquait tout à l'heure notamment, c'est-à-dire des choses qui vont alimenter la haine, mais je crois que face à ça, on va avoir aussi de plus en plus de choses de qualité qui vont venir contrebalancer. Et donc, il y a un avenir, et un avenir qui me semble être peut-être un peu plus réjouissant parce que des modèles émergent par rapport au milieu des années 2000, par exemple. Pour autant, ça reste un milieu très difficile, un métier très difficile, et je souhaite beaucoup de courage à mes jeunes consoeurs et jeunes confrères. Et je leur dis surtout de s'accrocher si vraiment c'est leur vocation, parce que ça ne va forcément pas être facile au début. Cela dit, ça l'était pas quand je me suis lancé non plus, mais ça l'est sans doute encore moins aujourd'hui. Ok, ça marche. Tu conseilles... Alors j'allais te demander de conseiller une presse en particulier, mais je vais pas le faire parce que... Ah, t'es pas sorti de l'auberge. Bordeaux, parce que je suis pas sorti de l'auberge. Tu vas nous dire de tout lire ou tout regarder, je sais pas. Mais comment, d'après toi, alors on devrait, je sais pas si c'est le terme, mais consommer l'actualité en fait, ou s'informer. Voilà. Comment s'informer aujourd'hui ? Eh, mieux ma question. Vaste question. Moi, je dirais simplement de s'informer de la manière qui nous plaît, c'est-à-dire de pas se forcer, sauf dans des cas très précis, si on prépare des concours d'école journalisme, évidemment. Mais si on est un consommateur ou une consommatrice lambda, d'essayer de tester des formes de médias différentes. Voilà. Il y a des gens qui vont être très satisfaits par la presse écrite. C'est mon cas, par exemple. J'aime bien tenir chaque matin un journal en main. Je suis abonné à Sud-Ouest depuis assez longtemps. Mais pour d'autres, ça va être d'aller sur des sites internet, d'autres de regarder la télé, d'autres enfin d'écouter la radio ou d'écouter des podcasts, pourquoi pas. Je dirais de tester un petit peu tout et d'avoir la curiosité d'aller au-delà des médias mainstream et des médias qui sont un peu une évidence. Voilà. Parce que dans ces médias-là, on peut trouver des choses intéressantes, mais c'est parfois difficile de distinguer le bon grain de livret, notamment dans les médias de télé, de mon point de vue, qui est un format assez particulier. Donc je dirais, si vous avez envie vraiment de vous informer
avec des gens qui sont des journalistes qui sont libres et indépendants, ça existe. Il y a des modèles, il y a des médias qui sont dans ce cas-là. Il faut simplement aller fouiller un petit peu. Sur le territoire du Sud-Ouest, on est quand même fourni parce qu'on a des grandes maisons comme Sud-Ouest et à côté tout un tas de médias indépendants. Je vais pas les reciter, mais voilà. Donc voilà, je dirais d'avoir la curiosité, d'aller au-delà parfois aussi du titre, mais d'essayer de picorer et de trouver ce qui nous correspond le mieux, parce qu'il y a forcément un média qui nous correspond. Et si c'est pas un des médias que j'ai cité précédemment, il y a aussi des nouvelles formes de médias. Podcasting en est une, Le Bon Point en est une autre. Même si tu n'es pas journaliste, tu l'as rappelé, mais c'est aussi une forme de média. Tu apportes quand même une information à des gens via ces interviews. Il y a forcément un média qui vous satisfait, parce que les médias sont protéiformes et ils sont multiples, beaucoup plus qu'il y a 15 ans. Donc, si vous n'avez pas trouvé le média qui vous convainc, ça veut dire que vous n'avez pas assez cherché. Voilà, je crois. Ça marche. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu aimerais qu'on revienne, ou quelque chose qu'on n'a pas abordé et tu te dis, ah, quand même. On a abordé pas mal de sujets. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que à celles et ceux qui se posent des questions sur le journalisme, sur l'information, sur la façon dont on fabrique tout ça, sur qui on est, sur à quelle pression aussi on est parfois amené à obéir, parce que dire qu'il n'y a aucune pression dans le journalisme, c'est complètement imbécile. Dire qu'on est complètement indépendant, ça n'est pas non plus tout à fait exact. Eh bien, je leur conseille de contacter justement le Club de la Presse. Et nous, on est tout à fait ouverts à l'idée d'organiser un échange où on peut avoir ces questions, ces remises en question aussi parfois, et où on peut non pas se justifier, c'est pas la question de se justifier, mais simplement répondre aux interrogations, expliquer, présenter notre point de vue. Et derrière, les gens sont d'accord, sont pas d'accord, ils repartent aussi peu convaincus ou un peu plus convaincus, peu importe, mais au moins on aura réussi à s'expliquer. De mon point de vue, et de toute façon, toutes les phobies viennent d'abord du fait de ne pas comprendre les autres. De mon point de vue, c'est d'abord le fait que notre profession soit très méconnue qui la rend parfois impopulaire. Donc, si vous vous intéressez à cette profession, appelez le Club de la Presse, contactez-nous et on en discute avec grand plaisir. Ça me fait penser à un autre podcast, Moi Journaliste. Oui, absolument. Raphaël Orenbuch, je sais jamais comment on dit. C'est ça. Mais donc, qui interviewe des journalistes, justement, et que ça, sur leur métier, des journalistes de, différents secteurs, de terrain, en télé, tout ça, et qui est aussi hyper intéressant pour le coup. Ouais, exactement. Et donc, pour montrer un peu l'envers du décor, du métier de journaliste. C'est ça. Ouais. Non, c'est un podcast qui est passionnant, effectivement. On est bien d'accord. Est-ce que tu aurais un livre à conseiller? Un livre sur le journalisme? Ah non, un livre en général. Un livre qui t'a marqué, un livre, tu te dis, faudrait quand même le lire. Ça peut être Tintin ou Tibère, mais en même temps, Tintin est un journaliste, donc exactement. En faisant ma petite blague, j'ai visé juste. Mais c'est ça, est un journaliste, et puis ça me faisait rêver petit aussi d'imaginer que je pouvais parcourir le monde, et en travaillant quand même assez peu, parce que je crois qu'en tout et pour tout dans ses aventures, il écrit un article, Tintin, pour le petit 20e, je crois que c'est assez... Et je me demande si c'est pas dans Tintin en URSS, donc chez les Soviets, pardon. Donc voilà. Non, si j'avais un livre... ce serait plutôt un auteur, peut-être c'est Camus quand même, parce que c'est sans doute l'auteur de mon point, en tout cas c'est un auteur qui est aussi très imprégné du journalisme. C'est aussi un auteur qui a été un journaliste, bien entendu. Donc voilà, je conseillerais, alors après, à choisir dans les œuvres de Camus à titre personnel, et ça n'a strictement aucune originalité. Ça n'engage que moi, et au-delà de ça, ça n'a aucune originalité. J'ai été très marqué par L'étranger que j'ai lu adolescent. J'ai été extraordinairement marqué, je le relis régulièrement avec toujours autant de plaisir. Et bon, on n'entrera pas dans les détails qui me font penser ça, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup du Camus journaliste dans L'étranger. Donc voilà, si j'avais un livre à conseiller, qui n'est pas en rapport donc direct avec le métier, bien sûr, ce serait celui-là, mais alors vraiment, on est dans la tarte à la crème. Pardon de pas avoir fait plus original, j'aurais sûrement trouvé. Très bien. Écoute, il y en a peut-être qui l'ont pas lu et qui vont le lire après. Voilà. Mais au moins, c'est spontané. Ah oui, c'est le but, c'est l'objectif. Ça marche. J'allais dire, on te retrouve, mais en fait, un peu dans tous les journaux. Dans tous les journaux, je suis pas sûr. Ah, tiens, est-ce que tu me permets juste une petite chose, parce que bien sûr, je t'en prie, la parole est libre. Proposais une petite carte blanche et je l'ai pas saisie à ce moment-là. J'aurais pu la saisir. Je voulais juste te dire aussi que je suis très sportif. J'adore le sport et j'en pratique beaucoup. Et notamment, ça fait 16 ans maintenant que je suis à la tête d'un petit club
club de foot, Ok. qui est un tout petit club qui a la particularité d'être mixte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une équipe féminine, une équipe masculine, Ok. et tout le monde joue ensemble, Yes. femmes et hommes confondus. Et donc on joue tous les lundis soir à Ok. Cadillac en Fronçadé, juste à côté de Saint-André-de-Cubzac. Ça marche. On est nul, le terrain est pourri, les vestiaires puent. Mais venez. Mais venez. Non, mais l'ambiance est géniale. Et puis on est toujours mixte. Et pour la première fois lundi dernier, grâce à un petit appel que j'avais lancé sur Twitter, Ouais. on s'est retrouvé à égalité femmes-hommes pour la première fois en 16 ans. Oh là On là a là été, là. alors pour le coup, on est limité à 10 puisque Oui. avec le contexte sanitaire, on est une association, on peut pas accueillir plus de monde. Ouais. Mais on a été du coup 5 femmes et 5 hommes. Ah. Et c'était la première fois qu'on était à 50%. Et j'en suis ravi. Et l'association s'appelle Le Petit Foot. Et donc si ça vous intéresse, il faut pas hésiter à écrire à une adresse mail qui est lepetitfoot@gmail.com. Voilà. Le message est passé. Donc en tout cas, l'ambiance, on retiendra l'ambiance. Il vaut mieux retenir l'ambiance. Il vaut mieux retenir l'ambiance que le niveau de jeu globalement. Ouais. Surtout le mien. Je suis très fort en air football plus qu'en Ah ouais. football. Ouais. C'est pas mal. Il doit y avoir des compètes de air football. Ouais, probablement. Ouais. J'ai mes chances. Mais en vrai, on te retrouve sur tous les réseaux, enfin Twitter. T'es principalement actif sur Twitter ou sur LinkedIn Twitter, aussi LinkedIn un petit quand peu, même. ouais, très très peu sur Instagram et un tout petit peu sur Ça Facebook marche. aussi, mais pas mal Ok. sur Twitter effectivement. Ok, Et sinon sur Europe 1 pour les matchs de Girondins de Bordeaux, ou Voilà. bien sûr sur podcasting.fr, et Yes. puis sur toutes les plateformes de téléchargement, bien sûr N'est-ce pour pas. podcasting. Et ben Jean, merci beaucoup. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Merci à tous pour votre écoute. J'ai beaucoup aimé cet échange avec Jean, découvrir sa passion pour son métier, son engagement envers sa profession et pour un journalisme de qualité. On en a bien besoin. Si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de faire connaître le pompon, c'est de partager cet épisode autour de vous. Vous pouvez en parler sur Instagram, LinkedIn, Facebook, par courrier postal, pigeon voyageur, autour d'un café avec des amis, ou aussi vous abonner depuis la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes, ou sur les différents réseaux sociaux, ça ne prend que quelques clics. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pompon, et surtout, d'ici là, soyez curieux, échangez avec un maximum de monde, et prenez du plaisir dans ce que vous faites. Bonne semaine à tous!